Salut. Salut. Coucou. Bah, je suis crevé, moi. Pas vous? Non mais attends, je crois que là, tu te rends pas compte en fait. Là, ça fait 8 épisodes avec ces moyens de production qui sont probablement inédits dans l'univers du podcast indépendant. Un son crafté par Brice Maker, notre beatmaker. En fait, c'est du PNL. L'image, vous la voyez pas, mais je pense qu'on n'est pas loin de Michael Bay. C'est Lola qui fait des plans rotatifs à 360 degrés en permanence. Alors, pour la rentrée, l'objectif, ça serait de développer un peu l'univers étendu de l'horreur du dimanche. L'horreur du dimanche verse, en fait, on en avait déjà parlé. Il faudrait qu'on arrive à un mélange entre du George R.R. Martin et le Marvel Cinematic Universe. D'ailleurs, il faudra qu'on ait des costumes de nous alternatifs pour les épisodes d'après. Alors, toutes les suggestions sont à prendre pourvu que ça reste, comme je viens de vous en parler, de bon goût, en fait, quoi. Évidemment. Oui, on va profiter des vacances pour bosser un peu tout ça. Et comme tous les ans, je vous propose un petit séminaire d'entreprise de l'horreur du dimanche dans l'outback australien. Alors on se lève tôt, si possible pas dans la terreur. Les enfants sont bienvenus, d'ailleurs le but c'est qu'ils s'autonomisent, prennent des initiatives. S'ils sont trop turbulents, on ira se baigner à Eden Lake pour les refroidir un peu. Et puis on a aussi notre revanche à prendre au paintball contre Brett et ses kangourous. Le soir, je vous propose qu'on fasse des petites sessions binge drinking pour s'endurcir un peu et des sessions virées en pick-up à fond la caisse. Enfin bref, les vacances, ça va nous faire du bien. Bon, il faut qu'on se lance là, au turbin, quoi. Épisode 8, c'est parti. On a ramené les serviettes. Lola, t'as tes claquettes. Camille, maillot, masque. Et Léo, ton tuba, d'ailleurs. Ah, cool. Ouais. Je me le suis fait confisquer par la Bravem il n'y a pas très longtemps, malheureusement. Donc, pas de tuba pour moi. Désolé. Léo. Bon, bah voilà, salut, ça va? Ouais. Bah ouais. Vivons les vacances. Bah oui, donc comme d'habitude, Léo est là, Camille est là, ça va. Oui, mais très bien. Et Lola que je présente en dernier parce qu'elle me l'a fait remarquer. Ça va, Lola? Ça va. Il fait moins chaud, on notera cette semaine. Tu es même un peu frisqué. Ouais, une petite laine serait pas trop. Bon, alors les films du jour, c'est des films de vacances, de bon, de mauvais goût. Mais surtout de bon goût. Des idées. Et on va commencer tout de suite avec le film de Camille. Camille, qu'est-ce que tu as choisi comme film? Alors moi, je vous emmène en Australie avec Wake and Fright de Ted Kotcheff. New to the Yabba? New to the Yabba. Like the old place? No, I think it's bloody awful. You don't like the Yabba? No. Will you have a drink? No, I'm toying with this one, thanks. Or drink it down or buy another. Look, I'm flat broke and I can't afford to drink. What's that got to do with it, man? I said I'd buy you a drink. You don't have to buy me one. Now drink it down. Voilà. Quelle manière ultra agressive d'offrir un verre à quelqu'un. Un vendredi soir classique. Oui. J'ai envie de vous dire. Mais je veux t'offrir un verre. Oh, t'es chiant. Ah mais non, mais tu vas la boire cul sec. Voilà. Ouais, d'ailleurs, il y a pas mal de cul sec. Ouais. Ah bah je pense Tu que vas en c'est un reparler, des films les plus alcoolisés que j'ai jamais vu. Faut faire un Rien compteur. que d'en parler, je suis ivre. Ouais. Donc moi, j'ai décidé de vous emmener en vacances dans les années 70. Parce que le film date de 1971 et de vous emmener vraiment dans l'outback australien, c'est-à-dire le vide intersidéral, ce qui, je pense, se rapproche le plus de Mars sur la planète Terre. C'est vrai. De la Creuse en France. Je pars au Creux cet été. Ah oui, on vrai, embrasse les Creusois. Et donc, oui, moi j'ai choisi de vous parler de Wake and Fright, qui est... alors peut-être que les puristes de l'horreur me diront... Ah Camille, c'est encore un film qui fait pas peur, mais moi je trouve que c'est un film qui fait très peur. C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est la psychologie horrifique, moi je trouve. Oui, vraiment. c'est vrai. Mais il y a moins de bagnoles que d'habitude. Oui, c'est vrai. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, elle est très simple. En fait, c'est John Grant, donc qui est joué par Gary Bond, qui est un jeune instituteur d'école. Alors, il faut savoir qu'il y a manifestement qu'une seule école dans le petit village où il est. Enfin, je dis
village, mais en fait, il y a trois baraques en bois au milieu de la pampa. C'est très angoissant. Ouais, c'est très bizarre. Et dans son école, sa classe, on enseigne manifestement aussi bien à des enfants de 4 ans qu'à de 18. Oui. Donc, voilà, c'est l'école. C'est la seule classe du coin, quoi. Voilà, exactement. Parce que le film commence, il faut le dire, par un plan panoramique assez incroyable où en fait on voit quoi ? On voit 2 baraques et au milieu juste un chemin de fer et le reste c'est vrai, à l'horizon il y a rien quoi. Il y a même pas de végétation en vrai, c'est juste de la plaine. Ça fait très très peur moi. C'est 360 m'effraie. Ouais, c'est vrai. Moi, ça fait penser à Hitchcock, juste je sais pas lequel ? La scène avec l'avion, c'est pareil, la caméra tourne. La mort aux trousses. La mort aux trousses, dans la mort aux trousses, ouais. Et donc, John Grant, jeune instituteur, s'ennuie autant que ses élèves et attend avec impatience la fin des cours parce que ça marque Noël. Oui, alors il fait très beau, il fait très chaud. C'est pas la même chose. Et surtout 55 degrés. Mais oui. Mais il y a un petit sapin qui nous signale qu'effectivement c'est Noël. Manifestement John a de grands projets parce qu'il doit il explique à la personne qui tient l'hôtel dans lequel il vit qu'en fait il doit partir à Sydney, prendre un avion pour rejoindre sa fiancée / petite amie dont on ne sait même pas le prénom, je crois. Si, Robin. Pardon. Ah oui, pardon. Oh, voilà, je passe à côté. Robin. Et donc voilà. Donc c'est le projet. On va aller passer des vacances à Sydney, voir un peu de la populace. Et pour ça, il doit prendre en fait un train pour faire un petit stop dans la bourgade de Bundayaba, qui est en fait une étape qui lui permet là de prendre l'avion. Bundayaba dit aussi Yaba, comme vous avez pu l'entendre dans l'extrait. C'est donc une ville un peu plus grande que les 3 maisons qui se battaient en duel avant. Là, il y en a peut-être 6. Et donc, il va là-bas, etc. Il y en a une qui est en pierre, il faut quand même le signaler. Hein. Il va à Yaba. C'est une sorte de petite ville moyenne, un peu. Oui, quoi, oui, voilà. exactement. Et manifestement, à Yaba, tout le monde est très heureux de vivre là, parce que tout le monde lui pose la question, mais est-ce que vous êtes heureux à Yaba ? Est-ce que vous trouvez ça chouette, etc. Lui, on sent qu'il a lu un peu des livres et qu'en fait, il est un peu saoulé de tous ces beaufs qui sont très sympathiques, mais un peu lourdeaux. Des gros pécores. Exactement. Et il a juste envie de boire un verre, aller se coucher et prendre son avion. Ouais, mais on sent qu'il a quand même un peu de frustration, tu vois, rapport au fait qu'il se sent un peu délaissé, quoi, par l'éducation nationale. Oui, tout à fait. Et donc, le premier soir, il rentre dans son hôtel, etc. Il faut quand même signaler la petite dame à l'entrée, à l'accueil. Qui se verse des gouttes d'eau sur elle toute la journée. Qui est très étrange, parce que c'est vraiment une espèce de beauté des années 70 qui ne fait que prendre de l'eau dans un verre et se le vaporiser sur le visage. Et c'est très bizarre. Et en fait, on ne saura jamais pourquoi. C'est juste parce qu'elle est chaud. Exactement. Et donc, John ne fait pas la conversation avec cette femme, mais décide d'aller dans le bar du coin, bar qui est censé être fermé à 18h30, mais dans lequel se pressent tous les hommes. Enfin, il n'y a que des mecs. Et il n'y a que des mecs qui transpirent. À part la meuf de l'hôtel. Très peu. Oui. Et si tu as 1 ou 2 serveuses, tu vois. Oui. Mais le reste, c'est vraiment que des hommes de tous les âges. Des mineurs parce qu'il y a la mine à côté. Ouais, tout à fait. Et qui transpirent et hurlent dans un bar. Bon. Et ça boit que de la bière. C'est-à-dire que le seul alcool servi, c'est la bière, mais on va le retrouver en grande quantité. Et en fait, durant cette soirée, John va rencontrer un shérif, Jock Crawford, qui lui offre une bière. Et en fait, on comprend très vite qu'à Yaba, il y a une tradition. Dès qu'on vous offre une bière, on ne peut pas la refuser. Il faut boire cul sec son verre, l'affonner pour les Belges. Et, Merci, et ensuite en reprendre un, etc. Peu importe qui paye, on s'en fout. Voilà. Le problème, c'est qu'évidemment, au bout de la 5e pinte, John n'a plus vraiment les idées claires et il va se rendre compte que dans l'arrière boutique ou je ne sais quoi de ce bar, en fait, ce bar ouvre sur un autre espace dans lequel il y a encore plus de monde qui hurle, etc., qui continue à boire de la bière, évidemment, et en fait, qui joue à un jeu de paris sur Moi, lequel j'ai pas compris les règles. C'est un pile ou face avec simple, les pièces. c'est vraiment un pile ou face. Ouais, parce que j'ai regardé plusieurs fois les Ça scènes. m'inquiète. Hein. Que tu comprennes pas les règles de ce jeu. Alors, je vais vous l'expliquer comme ça. Explique, tout le monde pourra se figurer. En fait, c'est juste un mec qui est... donc, il y a un type avec un morceau de bois, une petite planchette qui tient entre ses doigts, sur laquelle il y a 2 pièces. Et en fait, le but, c'est évidemment, avant de tirer, que tout le monde dise « Ah bah oui, moi je vais prendre un pari sur pile ou face ».
on va lancer les 2 pièces et les 2 pièces doivent se retourner sur le même côté et une fois que c'est face, et ceux qui ont parié pour face gagnent. Une fois que c'est pile, ceux qui ont parié pour mais le pile... mec qui les lance, il gagne quoi? Moi, c'est ça que j'ai pas compris. Pas grand-chose, je crois. Il boit, Oui, c'est juste que c'est le mec le plus bourré la plupart du temps qui est envoyé pour faire ce genre de truc. Ouais, mais tu vois, le personnage principal, il y va au milieu à un moment. Oui, mais parce qu'il est méga ivre, je pense, et que c'est simplement parce qu'il s'intègre de plus en plus. Parce que moi, je me disais, il tourne en fait. Tu dois avoir tu dois miser autre chose ou autrement quand tu vas au milieu. Tu vois, parce qu'ils repartent à chaque fois avec des bifetons dans les poches, ceux du milieu. Oui, mais je suis pas sûre que ça soit. Je suis pas sûr qu'il y ait plus de mise quand c'est toi qui lance. Il parie quand même, mais je pense que c'est un jeu de. Ils sont trop ivres pour que ce soit complexe en fait. Oui, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de probabilités. Tu vois, d'aller chercher trop loin. Là, ce qu'on vient de vous expliquer pendant 1 minute ou un peu plus, c'est la règle du pile ou face. Donc, heureusement que les mecs font pas un twister parce que tu vois, là, ça aurait été. Ou un tas de merde. Ça serait insupportable. Et donc, John, justement, a un peu la même réaction que nous, c'est-à-dire qu'au départ, il se dit, mais en fait, c'est juste des gros teubés qui envoient des pièces. Et il se dit, en fait, je vais pouvoir me faire un max de fric sur le dos de ces idiots, quoi. Et donc, en fait, prix qu'il croyait prendre, parce qu'évidemment John très malin, exactement, John très malin balance l'intégralité de son salaire, enfin de ses économies dans ce truc. Alors au début évidemment il gagne et puis oh malheur, et ben évidemment il perd tout. Et il retourne même chercher ses économies dans l'hôtel. Ah oui, non mais c'est parce que j'ai oublié de vous dire un truc. Pourquoi est-ce que John est condamné à vivre dans sa petite ville un peu nulle, dans sa petite cahute? C'est parce qu'en fait il est jeune prof et que manifestement l'État australien demande aux jeunes profs, en fait c'est comme si l'État australien avait donné une caution en fait aux jeunes profs pour les envoyer très loin, et en fait le prof doit rembourser cette caution pour ensuite pouvoir avoir une affectation différente. Je pense que c'est à peu près ça le truc. Ouais, ce qu'il explique. Et c'est une espèce de sous-texte assez politique dans le film, je pense, qui est assez intéressant et sur lequel on pourra se pencher après. Mais en gros, pour finir avec John, ce qu'il faut savoir, c'est que John perd toutes ses économies. Et en fait, à partir de là, c'est la descente aux enfers. Et le film dure à peu près 2 heures. Et pendant les 2 heures, c'est vraiment genre l'idée que John ne pourra jamais partir en fait de Yaba parce qu'il boit trop, parce qu'il se réveille avec des gueules de bois, mais monumentales. De l'extrême. Le film est hyper fort sur le fait de nous faire ressentir la chaleur, l'odeur, tu sais, de transpiration de l'alcool, etc. Ça, c'est vraiment assez incroyable. Il faut dire que en termes d'image, il y a que des lumières, il y a que des couleurs chaudes dans les plans quasiment. Donc on suffoque avec le personnage. Ouais, tu vois, rien que quand t'en parles, là, j'ai une petite goutte. C'est exact. Tu veux une petite goutte? Oui, parce qu'on boit une petite goutte aussi en parlant de ce film. Faut le dire. Parce qu'ils ne font que picoler. Parce que nous, on n'est pas alcoolo. Non, c'est pas pareil. Déjà, on n'est pas dans l'outback. Et puis, on boit pas de la bière. Enfin, pas c'est que. vrai. Moi, oui. Bon. Et au fil de ces rencontres, surtout, en fait, le truc, c'est que c'est vraiment comme quelqu'un. Il faut vous figurer l'état dans lequel vous pouvez être très tard, parfois, j'imagine. C'est-à-dire quand, en fait, on n'a plus de volonté parce qu'on est trop ivre et qu'on se laisse tirer vers les plans de soirée, ça, les uns après les autres, Camille, etc. Moi, pas spécialement. J'ai une volonté de faire, d'accord ? Camille, il fait jamais de soirée. Non, c'est moi qui tire les gens, c'est pas pareil. Différent. Je t'ai déjà vu lancer à pile ou face. Ah oui. Je vis une vie monacale. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est vraiment very bad trip, mais dans ce que ça a de plus angoissant, de ce que ça a de plus. Oui, non, c'est ça. C'est là, on en fait un truc drôle, mais en vrai, c'est pas drôle. C'est-à-dire que les rires goguenards de tous les ploucs qui se saoulent, en fait, ça devient très très agressif au fur et à mesure. Le fait de se réveiller avec mal à la tête, en fait, on a la migraine avec le personnage. Ah oui, et surtout, on se demande jusqu'où il va aller, parce qu'effectivement, il rencontre des personnages. Bourré d'ibuprofène pendant le. Exactement. Et il rencontre de plus en plus de personnages, tous plus bizarres les uns que les autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même le docteur, parce que donc on a rencontré le shérif qui est censé être figure d'autorité, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Qui se mine la gueule, mais comme tout le monde. Exactement. Et le docteur qui lui est joué par Donald Pleasance, qui est c'est vraiment un rôle. Il est vraiment génial dans ce rôle. Et c'est un acteur qui a pas mal joué avec Carpenter notamment. Ouais.
Et le docteur, en fait, c'est une espèce de personnage mais sans moralité aucune, qui est à la fois, on sent que John est à la fois attiré et en même temps dans la répulsion en permanence. Enfin, c'est vraiment ça m'attire mais ça me dégoûte tout le temps. Donc John va être entraîné de plus en plus vers des trucs, des situations angoissantes, etc. Absolument. Et il y a évidemment dans ce film une scène iconique qui est une chasse au kangourou, qui est d'une violence assez intense parce que en fait c'était pénible. Mais j'ai rarement vu un truc aussi immonde. Oui, c'est vrai qu'elle est extrêmement violente parce que c'est 4 personnages donc masculins évidemment qui sont ivres mais plus et qui finissent dans une voiture à fond la caisse. C'est Mad Max moi cette scène. Vraiment, je retrouve un truc un peu similaire. Hein. Tout à fait. Et ils sont avec des carabines vraiment et qui tirent sur en fait tous les pauvres petits kangourous qui croisent leur chemin quoi. C'est vraiment les kangourous. C'est surtout que c'est vraiment un animal que je trouve très étrange parce que en fait il est très anthropomorphe. Mais en même temps il ressemble à un homme, tu vois, il y a un plan il se met debout un peu là. Tout à fait. Et puis je pense que le réalisateur joue beaucoup là-dessus parce qu'il y a notamment un plan assez fort sur une patte de kangourou qui en fait a 5 doigts et donc c'est on dirait une patte d'alien un peu. Oui, c'est très il très la filme dérangeant. En tout cas comme un corps étranger quoi. Et puis l'autre qui récupère les couilles de kangourou dans sa poche il dit que c'est meilleur que des huîtres. Oh mon Dieu. C'est abominable. Mais c'est vraiment en fait ce qui est ce que je trouve très effrayant dans le film, c'est que depuis le début du film, on sent qu'il va se passer quelque chose. Et moi, j'étais persuadée en fait qu'il allait se passer quelque chose comme que les habitants de Yaba d'un seul coup se retournent contre le personnage de John, qui est donc l'étranger, etc. Parce que tout le monde l'identifie comme étant l'étranger nouveau à Yaba, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus insidieux que ça. C'est-à-dire que il faut dire que c'est un film hyper efficace au niveau de son montage parce qu'il y a beaucoup d'ellipses. Les nuits se terminent souvent en fait juste par une lampe ou d'un seul coup un noir, un fondu noir, etc. Et c'est, ce que je trouve très fort, c'est qu'en fait on se rend compte que la chose violente est arrivée une fois qu'elle est arrivée. Il y a un peu cette sensation effectivement de te réveiller le lendemain d'une cuite, de savoir que t'aurais pas dû aller jusqu'à cet after, à ce truc là et tout, et te dire mais en fait, c'est trop tard, quoi. Exactement. Moi, je parle pas en connaissance de cause. Et que potentiellement, on t'a fait du mal et qu'en fait, tu t'en rends compte après. Et tu vois, ça, moi, je trouve que c'est hyper efficace dans le film. Voilà. Alors, peut-être je vous parle rapidement parce que je vois, parce que maintenant on a un compteur. Oui, on a un dispositif exceptionnel. Sauf que j'ai la tête de Thomas Dvorak, donc en fait je vois pas. Je me dis c'est pas grave. J'ai une énorme tête. Avec ta grosse tête. Non, pas du tout, au contraire. Moi, ça m'arrange parce que je blablate pendant ce temps-là. Juste pour vous parler, du film. C'est un film quand même qui a le statut de film culte parce que donc c'est un film des années 70, donc 71, qui a été présenté à Cannes, qui a reçu un accueil critique plutôt cool en fait. Il y a notamment Scorsese, jeune, qui l'a vu à Cannes et qui en a parlé comme étant un film extrêmement dérangeant, qui l'a vraiment scotché, etc., qui l'a beaucoup inspiré. Et en fait, le film a reçu évidemment je dis évidemment. En fait, le film est tellement dérangeant sur ce qu'il dit sur l'Australie aussi, parce que c'est franchement pas... Le discours social, il est très, très cash et sans concession. Quoi. Ça donne pas très envie d'aller passer ses vacances dans l'outback. Non. Et en fait, en Australie, il a été très censuré, le film. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Il a été très mal reçu et on n'en a pas entendu parler pendant un certain temps, avant qu'il ressorte en Europe et tout. Exactement. En fait, même en France, il a été exploité, je crois, une semaine dans un seul cinéma du quartier latin. Mais en Australie, il a été beaucoup coupé. Ah oui. Pardon. Parce que là, elle fait la petite parisienne. Mais... c'est bientôt les vacances. Je vais aller en Creuse. Arrêtez. En région. Dans les territoires. Pardon. Stop. Et donc, le film en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le négatif a été perdu. Et pendant quasiment 40 ans, le film était invisible. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas le trouver. Plein de trucs sur la ressortie annoncée en mode. Tout à fait. D'accord. Parce que tout ça vient du fait qu'en 2006 ou 2003, je ne sais plus exactement, mais il y a un producteur qui a retrouvé en fait dans ses archives une bobine du film complet avec la mention à détruire quand même dessus, donc c'est dire. Et donc c'est en 2009 qu'il y a eu une ressortie d'abord en DVD, puis une
je sais pas comment dire, une représentation à Cannes dans la catégorie en France, classique. Il est sorti il y a pas si longtemps. Tout à fait, exactement. Il était visible en 2015. 2009 en DVD. Et on sait comment il a été perdu ou pas? C'est parce qu'ils ont voulu censurer. Je crois qu'il a été vraiment mis de côté, quoi. Enfin, mis de côté total. Ça en dit long sur la considération du coup de ces régions-là en Australie, quoi. Ouais, tout à fait. Mais sous le tapis, quoi. Et juste pour vous donner quelques infos, donc Ted Kotcheff, c'est un film donc il a fait assez tôt dans sa carrière, parce que 11 ans plus tard, c'est donc celui qui a fait Rambo. Oui. Et donc le film La Walking Fright, en fait, à la base, c'est d'après un roman très nihiliste de, je ne sais plus comment il s'appelle, Cook. Kenneth Cook, c'est Cook, ça. Tu nous l'avais dit tout à l'heure. Ouais, je perds la boule. Kenneth Cook. Et en fait, Kenneth Cook a écrit ce livre. C'est un peu une autobiographie, en fait, parce que Kenneth Cook vient d'une ville qui s'appelle Broken Hill, qui est donc la ville où a été tourné le film. Et Ted Kotcheff, pour s'imprégner de ce récit, est allé passer 3 mois dans la ville en préparation du tournage. Donc c'est vraiment, c'est quasi documentaire. Il était canadien, en fait. C'est ce qu'il explique, et il y connaissait rien à l'Australie. Ouais. Mais il a retrouvé des trucs en mode c'est un désert total. Oui, c'est un désert total. Dans les endroits abandonnés comme ça, tu retrouves souvent une certaine autodestruction chez les gens qui habitent là-bas, que ce soit par la drogue ou des comportements dangereux et tout. Enfin. Bien sûr. Et puis il y a un truc très sur le masculin, en fait, sur le masculin complètement désœuvré, quoi. Oui, parce que tu disais que c'était une cité minière et du coup il y a majoritairement des hommes qui la peuplent, c'est ça. Oui, parce que Broken Hill, effectivement, en fait, il y avait 3 hommes pour une seule femme. Et donc Ted Kotcheff, il a été vachement marqué par le fait de pas voir de femmes dans la rue ou dans les bars, par exemple. Et les mecs lui disaient, mais en fait les femmes, elles sont à la maison. Et si jamais 2 mecs veulent la même femme, et ben ils se tapent dessus. Et c'est vraiment ce qui se passe dans le film, en fait. On témoigne le positionnement du personnage féminin du film, qui est Jeannette, que je trouve très intéressant. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé hyper moderne et tout ça. Sachant que l'actrice, c'est la femme de Ted Kotcheff. Qui joue. Mais oui, c'est super le passage où le docteur parle de cette femme-là en disant elle a juste envie de niquer, en gros, et c'est pas grave, alors que tous les hommes et les femmes la regardent comme si c'était un alien, qu'elle était pas normale, alors qu'en fait elle a juste envie de coucher avec des gens. C'est ce qu'il dit. Il y a un moment, il dit les gens disent que c'est une slut, en gros, et lui il explique qu'en fait elle cherche juste quelque chose de. Mais il en parle de manière ultra moderne, en fait. C'est clair. C'est en 70. Je trouve ça assez. Mais le personnage du docteur, de toute façon, il est ambigu, très alambiqué. C'est compliqué, quoi. C'est le diable un peu. Parce que moi, je sais pas trop comment interpréter, mais j'ai eu l'impression, moi, qu'à la fin, ils avaient couché ensemble, du coup. Tout à fait. On est d'accord. Les 2 hommes. Oui. Je voulais te demander parce que j'ai pas compris ce passage-là. Et justement, c'est ce que, moi, ce que je crois, c'est que justement, vu que c'est beaucoup construit par ellipse, en fait, il y a ce truc, justement, il y a une scène en fait où il rentre, John rentre complètement sous avec. Il se verse de l'alcool dessus et tout. Avec le docteur, évidemment. En fait, il y a une scène de bagarre extrêmement violente juste avant, et là, il y a une nouvelle scène un peu de bagarre, mais qui est beaucoup plus sexuelle. En fait, c'est du contact physique, quoi. On sent qu'ils ont besoin, ces personnages, de se toucher parce qu'il y a tellement rien. En fait, il y a rien d'autre à faire. Moi, j'ai. Pardon. Et donc, il y a une scène où ils se touchent, etc., où ils se bagarrent, mais de façon très très sexuelle. Et il y a une ellipse. Et le lendemain, ils se réveillent côte à côte et on comprend nu. Et en plus, à la sueur, se mélange. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais au coin de sa bouche, il y a un petit. Moi, j'ai vu ça en tout cas. J'ai extrêmement entendu. Je m'excuse. Je vais regarder. Et c'est un peu le sentiment de justement de l'événement angoissant. Parce que en l'occurrence John ne le désire pas. Oui, voilà, c'est ça, et qui est trop tard en fait. Mais voilà, et qui en fait, tu comprends que ça s'est passé après que ce soit passé. Ouais, bien sûr. C'est très clair. Pour moi, ça c'est assez clair qu'ils couchent ensemble. D'ailleurs, parce qu'à la fin, qui s'est violé, quoi. En fait. C'est ça. Le mot viol est revenu dans plusieurs analyses que j'ai vues du film. En tout cas, qui s'est passé quelque chose de violent et de sexuel, c'est sûr. Parce que à la fin, John revient avec la ferme intention de le tuer. Oui. Et il n'y a rien d'autre en fait qui le justifie réellement, si ce n'est que il le tire pas vers le haut, ça. Mais moi je l'ai interprété comme ça. Mais c'est même le moins pire de ce groupe-là et des gens de la ville, le médecin. Finalement, c'est celui qui, et c'est très triste, je trouve, il sait ce qu'il est et il sait ce qu'il est devenu et il a conscience de la condition dans laquelle il est. Ouais, tout à fait. Et c'est terrifiant, la scène du début
où il le rencontre dans le restaurant, où il a des propos absolument nihilistes et qui sont à la limite du suicide en fait. Enfin, c'est affreux quoi. Il dit que tous les diables sont fiers de leur propre enfer. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on lui demande de répéter et il le fait pas d'ailleurs. Ouais. En fait, et lui, tu sens qu'il a conscience du point de non-retour dans lequel ces personnages sont et que en fait il peut rien y faire quoi. Enfin, c'est hyper triste. Ouais. Mais qui s'est installé là aussi par facilité, parce que lui-même ayant conscience de ses différents problèmes, que ce soit ses comportements sexuels, son rapport à l'alcool, tout ça, il s'est installé là pour être passé invisible, enfin passer invisible, ça ne se dit pas, mais pour être invisibilisé, c'est vrai parce que les autres paraissent pire que lui à côté. Absolument. Lui, il peut. Mais d'ailleurs, on perçoit du coup, même quand il parle de sexualité, du coup, on perçoit justement un truc qui relève de la honte dans une société et que du coup, il s'est reclus, alors qu'en fait, il n'a pas il est potentiellement juste bi en fait et libéré, etc. Oui, je disais problématique dans le sens vis-à-vis des autres. Oui. Voilà. Le consentement n'a pas l'air d'être. Non, ça c'est pas trop. Avec John. Moi, je voulais juste faire un point Brigitte Bardot vite fait. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la fameuse scène des kangourous, qui est une scène mythique du cinéma, je l'ai appris en regardant ce film et en regardant des avis, des analyses de ce film. En fait, cette scène est hyper connue. Et moi, d'ailleurs, quand j'ai regardé le film, je me suis réveillée à ce moment-là. Je me suis dit, mon Dieu, comment ils ont fait pour filmer ça ? En fait, il y a un petit mot à la fin du film. Et moi, j'ai vu de manière expliquée plus approfondie. Mais du coup, le réalisateur... Donc, ils n'ont pas tué de kangourous, je tiens à préciser, pour le film. Or, tous les kangourous que vous voyez se faire fusiller pendant le film sont réellement morts parce qu'en fait, l'équipe de tournage a été embarquée dans une bagnole de chasseurs de kangourous. À l'époque, ça se faisait toutes les nuits. Il y avait des centaines de kangourous qui étaient trucidés comme ça pour le plaisir, et dans cette région d'Australie. Et du coup, ils sont montés à bord d'un de ces véhicules où il y avait vraiment la lumière qui les aveuglait. Et d'ailleurs, c'était la lumière de l'équipe technique qui a aveugler les kangourous. Ils ont mis une lumière encore plus vénère que d'habitude, donc ils ont quand même un peu participé au massacre de ces pauvres bêtes. Et du coup, voilà. Et en fait, le réalisateur a filmé toute cette nuit-là, où ils étaient vraiment alcoolisés et tout. Tout à fait. Et il dit qu'il a montré dans le film les scènes les plus soft. Donc on voit pas tout, mais à ce qui paraît c'était 1000 fois pire que ce qu'on voit, et déjà ce qu'on voit est atroce. Et en fait c'est l'État australien, des trucs de défense pour les animaux qui ont demandé au réalisateur de filmer ça justement et de montrer les scènes les plus gore pour montrer au monde ce qui se passait vraiment en Australie. Et il l'a pas fait. Parce que pour plusieurs raisons, mais en gros ça a été soutenu entre guillemets par les associations de défense pour les kangourous. Tout à fait. Et en fait c'est un film aussi qui a marqué. Plus tard, il y a eu une législation qui a interdit cette chasse aux kangourous, et ce film s'inscrit aussi dans ces référentiels-là. Voilà. Mais les kangourous qu'on voit sont vraiment morts. Et ça, c'est un petit snuff movie assez sympa. C'est affreux, c'est là que réside l'horreur du film. Oui, moi je trouve que pour moi c'est cette scène. Ce film, d'autres choses qui sont horribles dans le film. Mais pour moi le point culminant, c'est là. C'est ici. Et puis c'est la folie totale. C'est des animaux, quoi. Ils sont, c'est des animaux. Moi, j'ai plus de respect pour les animaux, tu vois, mais ils sont immondes, quoi. Après, ils se battent. Moi, j'ai rarement vu un truc aussi horrible au cinéma. C'est dégueu. Et pourtant, on parle de kangourous qui se font tuer, mais vraiment, c'est. Donc voilà. Et puis c'est pas anodin que ce soit. Moi, je trouve que c'est hyper choquant aussi que ce soit. Cette scène-là, elle est hyper choquante aussi d'un point de vue symbolique, parce que c'est vrai que dans nos têtes, moi en tout cas dans ma tête de petite française, le kangourou c'est vraiment l'emblème, tu vois, c'est l'animal emblème de l'Australie, et donc l'abattage, tu vois, de ces animaux qui sont symboliquement des animaux hyper inoffensifs, etc. Bon, même s'ils peuvent être un peu nuisibles, je crois. Ce sont des gros rats après tout. Non, mais tu vois, ça fait partie du truc, quoi, du symbole extrêmement violent, quoi. Un film, moi je trouve vraiment incroyable, quoi. Il faut le voir. Un film kangourou, c'est l'autodestruction en vrai, clairement. De toute façon, c'est eux qui s'autodétruisent. Et d'ailleurs, ça se voit après parce que c'est la scène où ils se battent de manière complètement débile et jusqu'au boutiste dans le bar où ils détruisent le bar. Oui, on pense qu'ils vont se tuer d'ailleurs. Non, mais c'est juste un dernier truc. Est-ce que la fin du film, vous pensez que c'est la fin director cut? Parce que
Moi, j'aurais bien vu le film s'arrêter après le suicide du personnage principal. Spoiler. Mais pas vraiment spoiler. Mais finalement, il y a une. Donc, je me suis demandé si c'était, je sais pas, si c'était la fin originale du film ou s'il n'y avait pas une fin director cut. Je pense parce que lui, en fait, il est foutu parce que quand il reprend le train après, dans la scène d'introduction, quand il s'en va de sa petite ville, il refuse l'alcool dans le train. On lui propose. Et là, quand il repart de cette ville après avoir vécu tout ça, il accepte volontiers la bière. Mais est-ce que le film n'aurait pas pu s'arrêêter à juste sa mort? Ah bah non, parce que justement, moi je trouve que ça cultive vachement ce côté cauchemar éveillé en fait. Tu vois, et il rentre, c'est vrai que c'est presque rien n'a changé, et on lui demande t'as passé des bonnes vacances, les meilleures. Mais c'est presque plus fort, je suis d'accord. Et ça finit par la malédiction, c'est l'alcool qui va faire l'alcoolisme qui va le poursuivre toute sa vie après quoi. Oui. Et cette espèce de et surtout, moi je pense qu'il y a quand même un, parce que bon, on pourrait en parler pendant très longtemps en fait dessus, mais d'un point de vue politique, je pense qu'il y a vraiment un discours aussi sur la question de la volonté de s'extraire, tu vois, de ta condition, etc. Et en fait, parfois, c'est trop grand. En fait, tu vois, en tout cas, là, manifestement, l'outback est trop grand et te ravale et te, tu vois, tu peux pas en sortir. Exactement. Ouais, mais c'est un lieu assez irréel en fait. Oui, c'est à la frontière du temps. Le temps il s'écoule bizarrement d'ailleurs. C'est un peu science-fiction d'ailleurs cet endroit. À la frontière du temps, excellente transition. Car grâce au dispositif exceptionnel de Brice qui a vu les choses en grand. Au lieu de nous montrer son téléphone avec le chrono, nous avons un écran géant sur lequel s'affiche écran géant. Eh bien, le temps qui passe. Et ça fait un moment petit point rouge sur nos tempes. Donc bon, on passe au suivant. On passe au film suivant. Le film suivant, c'est celui de Léo, c'est ça? Ouais, moi je vais vous parler des enfants de The Children, donc les enfants en québécois. Now this is heaven. I feel sick. C'était quoi ta blague, Léo? Oui, Léo, pardon, c'est vrai que avant de commencer, j'avais une petite blague. Je disais que le médecin, du coup, dans Wake in Fright, il habite dans une cabane et que du coup, c'était un peu la hutte de Yaba, comme Jabba the Hutt. Voilà. Ok. Et donc, on a gâché. Ça a été scénarisé, cette blague. Évidemment, c'est scripté. Donc, je m'excuse. Pendant la bande d'annonce avec les paix. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Attends, mais Thomas fait le malin, mais il avait une blague pour l'épisode d'avant. Non, mais attends, si on commence à faire les blagues de l'épisode d'avant. Mais ça fait plusieurs fois que tu nous en parles, t'es frustré de pas l'avoir faite, alors fais-la maintenant. Non, mais parce que j'ai dit que c'était un vétéran vétérinaire. Donc... Il y avait la blague du jambon aussi. Oui, mais le jambon de Bayonne, vet sous la terre, vet underground. C'est bon, on peut passer, voilà. Voilà. Moi, je ne maîtrise plus rien là. D'accord. C'est l'alcool qui les fait parler, je pense. Voilà, on va être. On va parler de ton film. Alors, moi, mon film, c'est The Children, qui est un film britannique sorti en 2008, réalisé par Tom Shankland, qui a réalisé un autre film la même année, qui s'appelle Oise, et qui est un thriller, film d'enquête policier, qui apparemment est de très bonne facture. Après plus rien par contre. Après après plus rien. Alors ce réal sort plus de films, donc pourtant c'était moi je trouve que The Children c'était un bon film et ça a l'air d'être un bon film aussi, donc on n'est pas tout, on en discutera après. Tu l'as vu en VF. Mais The Children, c'est l'histoire de deux familles anglaises qui se retrouvent pour passer les fêtes de Noël ensemble. Donc au programme, une petite maison de campagne au charme bien anglais, isolée au milieu de la forêt, aux grandes dames d'Avril Lavigne. Non, c'est pas Avril Lavigne, c'est Casey. C'est Jenali, pardon. Jenali, enfin. Jenali. Donc Casey, c'est une adolescente rebelle, émo, trop méga blasée de se taper les vacances avec sa famille. Non mais trop naze, quoi. Mais du coup, nos deux petites familles, trop mignonnes choupinettes et pas du tout stéréotypées, investissent les lieux. Les enfants dans un super dortoir avec des livres et des jouets et tout, quoi, c'est trop cool. Et les adultes dans leur chambre avec un lit
Queen Elizabeth Size et Kazé qui cherche du réseau pour contacter ses potes trop coolos des années 2000 qui doivent venir la récupérer en voiture trop cool des années 2000 pour aller dans une boom trop cool des années 2000. Et porter des Moi, ça me parle. Hein. Moi aussi, ça me parle. Il est fort en résumé. Hein. Ouais. C'est clair. Bah, c'est le personnage qui me parle le plus, Kazé, quoi. En vrai, c'est la seule qui est pas complètement débile ou psychopathe de toute façon. Donc, voilà. Alors que c'est une gothique. C'est c'est la tectonique, c'est les émos. Elle est émo. C'est les émos. La frange coupée de biais, oui, ça va. Ça va, voilà. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel à fond, exactement. Linkin Park et tout. Mais bon, en tout cas, entre deux bonhommes. J'adorais celle-là. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, attends, t'as réactivé la flamme. Mais du coup, entre deux bonhommes de neige pour les poupons et deux apéros pour les grandes personnes, des comportements étranges, violents et malsains font progressivement leur apparition chez les petits enfants mignons qui se transforment petit à petit en sociopathes à joues roses bien anglais. Personne ne semble comprendre ce qu'il est en train de se jouer. Les adultes s'accusent entre eux de la responsabilité des accidents morbides et très inquiétants quand même qui se passent. Et ne veulent absolument pas envisager que c'est en réalité le fait de leurs enfants. Seule Kazé, l'adolescente fan de Linkin Park et de 30 Seconds to Mars, comprend que les enfants sont à l'origine des premiers éclats de sang. Ah putain. Jared Leto, non? Ah bah ouais, bah oui, voilà. Ouais. Je suis allée les voir en concert. C'était bien. Ouais, bah te vende pas. Non, mais c'était voir ça, toi. C'était juste pour voir Jared Leto. Ah d'accord. Tu sais qu'il a une secte, hein, tu peux acheter un billet pour aller sur son île à $30,000 et vénérer Jared Leto si tu veux. Encore une idée vacances. Voilà. Ouais, si vous savez pas quoi faire, allez dans la secte de Jared Leto. Reco vacances de Léo. D'ailleurs, ton film est une reco vacances en fait. Mon film, c'est grave une reco vacances. Mais du coup, Kazé, en fait, c'est un peu le seul. Enfin, c'est le personnage central du film, en fait. Hein. C'est globalement elle qu'on suit parce que c'est la première à se rendre compte que les enfants, ils font des trucs un peu chelous quand même, quoi. Ils décapitent un daron avec une luge, entre autres, voilà. Oui, quoi. parce qu'elle est. Attends, j'ai une super blague. Parce qu'elle est Kazé normale. Elle est Kazé. Allez, continue, enchaîne là, parce que. Oui, c'est tout trait. On va pas se vanter de ces daubes là. Et du coup, Kazé, elle est à cheval entre l'enfance et l'adulterie. Et je vous explique, en fait, elle est adolescente, c'est pour ça. C'est vraiment le passage au milieu, en fait, au cas où vous ne saviez pas, tu vois, entre l'enfancerie et l'adulterie, globalement. L'enfancerie, ok. Et du coup, nous, spectateurs, on se demande assez rapidement... Y a-t-il des similarités? Y a-t-il des... Ouais, je prends cher. On se demande assez rapidement, du coup, vu que c'est pas une adulte, vraiment... et c'est plus vraiment une enfant, mais est-ce qu'elle aussi, du coup, va se mettre à avoir ces comportements chelous comme tous les gosses sont sujets à des crises de psychopathie intenses, quoi. Donc c'est un peu, au début, on se demande, est-ce que Kazé, quoi, va virer psycho aussi, quoi. Et finalement, bof. Le film, du coup, tout du long, propose un florilège assez intéressant d'hémoglobine, de scènes de meurtre de parents très créatives, perpétrées par ces petits psychopathes en herbe. Il y a une insertion de jouet dans un ventre. Oui, il y a une insertion de jouet dans un ventre. Ouais. Insertion abdominale de jouet. Non, et puis avec un sourire de gosse tout content en plus. Enfin, ils sont vraiment refaits les gamins. Quoi. Meilleures vacances. Ouais, c'est bien. Et moi, perso, n'étant ni un grand fan des enfants ni des adultes, oui, j'ai 26 ans et je suis encore un peu un ado, on retire quand même un certain plaisir du coup à voir le monde absurde des adultes mis en échec par les enfants, sachant que les adultes dans The Children sont vraiment stupides. Il y en a un qui est un espèce qui se prend pour une espèce de gourou New Age qui fait du mansplaining sur les techniques de petits bâtons à mâchouiller pour guérir du cancer ou je sais pas quoi, tu vois, ouais, voilà. Ouais, en plus, un truc lequel, un peu... celui avec les lunettes? Ouais, tu sais qu'il y a un truc, loser, le loser un peu en mode appropriation culturelle, je comprends le chamanisme, mais machin surtout, et tout, lui, quoi. il attend genre la bonne idée pour avoir de l'argent parce qu'il a des dettes. Oui, enfin, oui. Ah ouais. Xavier Dupont de Ligonnès va Ouais. Voilà, c'est tout. Bah ouais, mais Xavier Dupont de Ligonnès inversé en fait. Oui, absolument. Xavier Dupont de Ligonnès inversé. Ça sera peut-être le titre de l'épisode. Non, c'est les vacances. Non, c'est les vacances, ça n'a rien à voir. Et du coup, les adultes, ils voient pas les signes. Ils se comportent de manière complètement immature. Ils écoutent pas le monde qui les entoure. Ils écoutent pas leurs enfants parce qu'ils pensent que de toute façon, leurs enfants, c'est des enfants qui sont stupides aussi. Et c'est une sacrée revanche. Et surtout, souvenez-vous bien, la prochaine fois que vous pestez contre le gosse qui hurle dans la rame blindée du RERB ou contre le gosse qui bave sur ta super BD en tirage limité dédicacé à Angoulême, souviens-toi bien
de regarder derrière toi quand tu rentres chez toi et de fermer à double tour ton appart. Voilà. Ouais. Et de pas avoir une chatière non plus parce qu'ils se faufilent dans la chatière, ils sont les tout gamins. petits. C'est des pourritures. Bah voilà. Bon bah c'était The Children. Personne n'a J'espère d'enfant ici. Bravo. que vous avez aimé, que je vous ai donné envie de le voir pour ceux qui l'ont pas vu du coup. Bah, ceux qui l'ont pas vu. j'imagine que là tu as Moi, j'ai trop kiffé The Children, Léo. donné. Ouais, moi, Je l'avais pas vu. Ah ouais. Je l'avais pas vu et moi j'ai trouvé ça hyper Moi jouissif. je trouve que le film il promet pas plus que Oui, voilà, en fait, c'est honnête quoi. Faut pas chercher trop de trucs. Non, même je sais que Camille va pester là-dessus. Elle va Mais me on dire, en parlera oui, mais justement Sigmund après, Freud, ouais. il était en mode. Voilà. Mais moi, je sais pas, j'ai trouvé ça très très jouissif. Les scènes très de efficace, gore quoi. où on massacre et les adultes et les enfants. Ah ouais, c'est sont vraiment super, la et ça, on boucherie, voit pas quoi. ça souvent. C'est la boucherie totale. Et ouais, franchement. Ouais, bah, c'est surtout les meurtres d'adultes qui sont très graphiques parce que les enfants, ils c'est. sont un petit qui est créatifs sympa, les hein. enfants, mais ils ont une imagination débordante quoi. Ouais, et puis les enfants sont super. Ouais, ils jouent bien les c'est gosses. ce qu'on. Oui, ouais, bah ouais, c'est ils ça. jouent bien. Ils sont fait, vraiment. ils jouent mieux que les Ils jouent adultes, pas hein. en fait. Ils sont filmés Ouais, un peu ouais. au naturel. Ouais, Ça, c'est c'est très ça. bien. T'as l'impression de voir des vrais enfants. Ouais. Comme quand tu pris vas sur le au vif, c'est très repas bien. chez tes beaux-parents. Alors après, c'est peut-être un peu un film d'anti-vax parce qu'on croit comprendre quand même. Il y a une histoire de virus. Bon, ça, moi, j'ai un qu'il y a peu un sous-texte. omis ce truc-là. Ah oui, c'est vrai. les enfants deviennent fous parce qu'ils ont eu un rappel de DT polio, quoi. Ouais, Mais bon. c'est pas C'est ouf. vrai. C'est vrai. Non mais surtout, enfin, au bout d'un J'avais même moment, pas souligné ce point-là, moi. il y a un moment où on nous dit quand même, il y a un virus dans la forêt, ça doit être ça. T'es là, mais de quoi on parle? Mais tu l'as vu en VF, toi. Non mais, moi je pense que c'est ça déjà qui a fait que c'était un drame. Je suis pas sûr que dans la version anglaise ils disent virus ou ils disent Ouais. like something in the woods ou... Non, mais ils parlent d'un vaccin. Au début, ils te disent très Si, clairement parce que la que- gamine, Ah elle a oui, eu son ouais. rappel. ou Ah oui, je sais mais pas C'est quoi. c'est le asthmatique. petit garçon qui arrive et qui est malade, Ouais. en fait. Mais qu'il a eu un rappel, il y a eu un truc là. Ah Il oui, vient, oui, il mais se c'est dit, un clairement film la d'anti-vax. forêt qui leur fait parce qu'après il y a plein d'autres gosses dans la forêt qui sont aussi fous que tu sais la forêt elle est remplie de gosses comme eux en fait après. Bah oui, mais moi j'ai compris que c'était tous les mômes Qui avaient la été vaccinés. de la Non mais ville parce qui qu'il y en ont a qui été ont des vaccinés. tenues de vieilles tenues des années 1800 un peu et tout je crois dans C'est un peu le village des damnés, non? Ouais, C'est un truc peu, ouais. comme ça. Mais Ouais, il- c'est un film à interprétation libre. c'est très complexe. Oui, très complexe. Moi, à tel point que j'ai rien compris. Parce que, oui, Parce que Mais toi, qu'est-ce t'as que pas t'as trop pas aimé. compris mais non, mais j'ai trouvé qu'effectivement les morts c'était cool, mais le reste ça va pas du tout. Enfin, je sais On pas, s'en genre- fiche du Non, mais reste. moi, déjà, je comprenais rien, genre des familles. Alors, je me suis dit, il y a peut-être un truc, parce qu'en fait, il y a 4 gamins, 5 gamins. Ouais, Ouais, c'est je ça sais grosso plus, modo. ouais. Et en fait, ils ont tous des noms, tu sais, qui finissent en I, genre Polly, Ricky, Ginny, machin et tout. Et tu ne comprends pas Jamie. qui est frère de qui et de sœur de qui. Johnny. Enfin, j'ai compris que. Donc, t'es là, genre, mais je vous en prie, présentez ces personnages un tout petit peu, quoi. Mais Enfin, je crois que le film il s'en fout. en ah fait. ben Enfin, je crois qu'il s'en fout. Ah Je ouais, crois ouais, que c'est ouais. le but. Mais sauf que et alors moi je dois dire qu'il y a quand même un truc qui m'a j'étais là genre mais c'est quoi ce bordel avec le l'oncle parce que Casey oui. elle a Ah, son oui, oui. oncle Ouais, alors Ronnie ça c'est un peu bon. qui est un peu cool mais qui en fait est une espèce de tonton dégueulasse Ah, il est une crado, ordure. ouais, ouais. qui essaye de la ploter derrière des rondins de sous bois. couvert de oh non, faut pas faire ça. Et en fait, il est très content de se Il- faire draguer par la. Fais voir ton tatouage. Gênant. Ouais, ouais. Ah oui non mais voilà. Non, mais Le son tatouage tonton aussi. dégueulasse. Mais il prend cher, hein, lui, par contre. Oui, alors lui, c'est vrai qu'il prend cher. Satisfaction, quand même. Mais non, en fait, j'étais un peu déboussolée. Je me suis dit, mais déjà, où est-ce qu'il a vu ça? Où est-ce qu'il a vu ce film? Bon, c'est intéressant. En fait, c'est marrant parce que c'est un peu un téléfilm de Noël, mais qui vrille C'est grave un téléfilm. Hein. Et c'est là où je Ouais. comprends, genre, le côté un peu fun, parce que justement, ben, c'est, tu vois, ils Ça arrivent joue en avec le côté hurlant. téléfilm Bah oui. débile de famille. Alors, et hyper surtout en VF. stéréotypé, Enfin, les doublages, je vous les conseille. En roue libre. Parce que je pense qu'il y a 3 personnes qui font toutes les voix. C'est incroyable. Plus le chat, tu sais. Donc C'est les mecs de Rick et Morty, en fait. Oui, des Simpsons, c'est pareil. Exactement. Mais c'est vrai que bon, c'est un film à regarder, tu sais, quand il pleut Bah, c'est un dehors. film de en vacances, novembre. moi, je Ah trouve. oui, Film de exactement. vacances. Avec Au tes coin potes, du feu, avant les Ouais. cadeaux. Ouais, voilà. Tu Ouais. en famille. Ouais. Ouais. Pour le coup, c'est peut-être le film qui rentre le plus dans le thème, j'ai envie de dire. Enfin, C'est non, vrai. Non, ouais. Eden Lake, pas mal aussi. Ouais, mais c'est quand pas même. c'est un week-end. Bon, on en parlera après, mais Waking Fright, ça marchait bien. Waking Fright, mais c'est c'est pas un film vacances, d'horreur, donc ouais. moi, je Mais moi, je suis très pense dur que avec Tom ça. Shankland, Shankland, c'est ça. Shankland, ouais. Shankland. Tom Shankland, et je pense qu'il a vu Waking Fright parce que il essaye de se la jouer un peu. Bah, si.
Bah si, il essaye de se la jouer un peu, t'as des montages hyper cut, des cris des enfants. Mais ça, c'est les années 2000, ça. Ouais, mais des cahiers du cinéma du calme, quand même. Des cris des enfants en mode, tu vois, ils te saturent de cris d'enfants, de hurlements pour que tu les détestes et que ça te pousse à te mettre dans... Donc, c'est Joaquin Phoenix en moins cher, version Eco Plus, mais moi, j'aime bien ce film. Mais en tout cas... Moi, j'ai une certaine sympathie, ouais. Je trouve que c'est un film qui promet des scènes trash avec des enfants qui trucident leurs parents et c'est exactement ce qu'il fait et moi ça me va. Oui, c'est ça, je pense que c'est l'image que tout parent a pu avoir des enfants, tu vois, en mode je vais le tuer. Et en fait la situation s'inverse et ça c'est assez cool. Moi je trouve ça bien, le truc en famille où les parents ils ont juste envie de se mettre la grosse caisse, tu vois, en mode, les gosses, putain, on boit des coups, laissez-nous tranquilles. Et ils ont juste envie que les enfants soient pas là. Et en fait, les enfants sont bien là. Oui. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même je dois dire que visuellement, il y a des trucs qui fonctionnent bien. Il y a une scène d'un œil dans la neige. Qui est vachement bien. Moi, il y a un truc que j'ai vachement aimé aussi, c'est le truc de la boucle d'oreille. Parce que moi, je dois dire que dès que je vois des enfants, souvent je porte des boucles d'oreilles assez grandes. Et je me dis, mais en fait, il va tirer dessus, c'est sûr, quoi. Et en fait, là, ça va loin. Et là, il tire. Et tu te dis, ah ouais, bah voilà, on savait. On savait que ça allait. Mais c'est vrai que c'est un film assez ludique. Hein. Enfin, c'est ludique, quoi. C'est pas très long en plus. C'est pas très long, c'est une petite heure et demie à tout casser. C'est moins que ça, je crois que c'est 1h20, 1h20, un truc comme ça. Et Ouais. si vous voulez le voir, il est dispo sur Shadows en streaming légal, du coup, voilà. Si jamais. Si vous voulez pas le regarder en français, par exemple. Ouais. Vous pouvez aussi le faire. Hein. À mon avis, il faut prendre des substances un tout petit peu avant. Vraiment, on ne fait pas de prosélytisme. Non. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci. Oui, consommer avec modération. Et il ne faut pas tuer ses enfants. Ni les kangourous. Voilà. Ni personne. Oh là là. Non, mais écoute, je crois les pieds dans le plat. Bon. En réalité, moi, j'ai trouvé que c'était un film, je sais pas, assez efficace, assez direct, avec moi, ce que j'ai apprécié, et on l'a déjà dit, mais je le redis, c'est vraiment, il y a je trouve une espèce de dextérité, d'habilité à filmer les enfants, en fait, qui est assez chouette. C'est souvent à hauteur d'enfant. Et il te les filme relativement au naturel, avec un vocabulaire d'enfants qu'ils utilisent entre eux, des crises de nerfs d'enfants qui ont l'air d'être filmés un peu sur le vif. Je trouve que le film a ce mérite-là. Après, effectivement, la réflexion qui va au-delà de... Enfin, le propos du film et la réflexion qu'on peut en tirer, c'est quand même relativement limité. Ah bah oui, il n'y en a pas... Non, il n'y en a pas énormément. Ouais. Un film marrant, quoi. Un film marrant, ludique, qui casse un peu... En fait, je pense qu'il y a aussi un certain plaisir à prendre des familles un peu modèles, tu sais, très stéréotypées, et en fait, à tout détruire, quoi. Ouais. Voilà. Bon. Mais il faut dire aussi, j'avais lu ça, c'était assez... ça fera un petit lien entre nos deux films, mais ils sont sortis... Toi, il est sorti quand, t'as dit ? 2008. Ouais, donc la même année que le mien. C'est quoi ton film, Lola ? Ouais. Voilà, et je parlerai du lien avec The Children après. Moi, mon film, du coup, vu que j'ai un peu forcé en regardant le chrono, la transition. Moi, mon film, c'est Eden Lake. It's beautiful. Why don't we just find another spot? I'm not going to be bullied away by a bunch of 12-year-olds. Hey, guys, can you turn your sounds down, please? On here, mate. And what are you looking at? Are you looking at my tits? Fucking jog on. Steve, where's the beach bag? It's got the car keys in it. I just want my car back. Car keys, phone, wallet. You've had your fun. Ouh là là. Wow. Eden Lake de James Watkins. Film d'horreur britannique comme The Children en 2008, comme The Children. Et du coup, pour ma petite anecdote avec le film choisi par Léo, je voulais juste dire que ça s'inscrivait justement dans une époque où il y avait en Angleterre il y avait une volonté de cinéma de réalisme social. Enfin, voilà, en tout cas, j'avais vu passer ça.
Mais en plus, je savais même pas que The Children était britannique juste avant que tu le dises. Tu nous le dises, tu nous l'apprennes. Du coup, Eden Lake, voilà, sorti en 2008, avec la ravissante Kelly Reilly, qui joue Jenny, que vous connaissez dans toute la trilogie de Clapiche, donc les poupées. Non, l'auberge espagnole, les poupées russes et casse-tête chinois. Voilà. Quelle tannée. Voilà, c'est bon. J'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Ah non, je peux pas. Tu n'aimes pas Kelly Reilly? Je ne me prononcerai pas parce que si ça se trouve, elle nous écoute. Hi Kelly. Mais oui, toutes les stars nous écoutent, mais elles sont contentes qu'on rétablisse la vérité. Non, mais c'est Clapiche. Bon, bref. Ouais, bon, d'accord. Allez, stop. Michael Fassbender, qu'on présente plus, qui joue Steve. On l'adore. Voilà, mais on l'adore parce qu'il est torse nu dans le film. Ah, non, c'est Romain Duris, merde. Michael Fassbender français. Tu nous écoutes, Romain? Et Jack O'Connell, qu'on connaît aussi bien si on a regardé Skins, je l'adore. qui joue James Cook. Voilà. Ah mon Dieu, ma beauté. Voilà. Moi aussi, je l'aime énormément. Qui joue Brett. On va jouer à faire Enrager Camille. On a fait ce film, en fait, sert à faire Enrager Camille. Ouais. Il a été fait pour ça. Du coup, je vous fais un petit résumé, comme d'hab. Donc, Jenny et Steve, c'est un jeune couple d'amoureux citadins qui décide, je précise citadins parce que ça a de l'importance, qui décide d'aller passer un petit week-end romantique au bord d'un lac, le fameux Eden Lake, donc qui est censé être un endroit paradisiaque, mais qui va bientôt être détruit pour qu'on construise, je sais pas, j'ai pas trop bien compris, mais une sorte de... Moi j'ai l'impression que c'est une sorte de lotissement privé. Ouais, un truc... Enfin, en tout cas, ça va être... ce parc avec ce lac va être détruit. Et gentrifié. Ouais. Voilà, mais donc ils arrivent là-dedans. Jenny, dès le début, elle fait une petite blague à Steve en mode « Ouais, moi, ma pote, son mec, il l'emmène en France et toi, tu m'emmènes dans une décharge, c'est un peu pourri. » voilà. Mais en vrai, c'est trop beau. Quand ils arrivent, elle est trop contente. Et voilà. Sauf que, à l'instant où ils arrivent, ils se posent tranquilles sur leur serviette au bord du lac. Et là, ils tombent sur une bonne bande d'ados finis au pipi, pour être polis, qui ont décidé de pourrir leur week-end. Tout ça parce qu'à la base, Steve est allé leur demander de baisser la musique. Donc cette bande qui est menée par le chef Brett, qui est un psychopathe en devenir, on va pas se le cacher. Même pas en devenir. Voilà, oui, il est déjà bien déjà dans la zone. Voilà, donc ils vont niquer leurs vacances, enfin leur week-end en tout cas, ça va devenir un vrai cauchemar. Tout ça la faute des jeunes. La faute des jeunes et du Rottweiler qui est assez vénère dès le début aussi. Bunny, voilà, qui fait pas. Qui n'est pas si méchante. Non, faut le dire. En réalité, elle aboie, mais elle répond au pied. Ouais. Oui. Oui. Enfin bon, de toute façon, elle a une triste fin, donc on adore. On fait Minute Brigitte Bardot aussi pour ce film. Oh putain. Non, on fait pas de Minute Brigitte Bardot. C'est pas non. Allez, vas-y, continue. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour James Watkins, il n'a pas fait grand-chose. Il a fait le bousin que vous connaissez peut-être, qui est La Dame en Noir avec Daniel Radcliffe. Oh, c'est lui, cette horreur. Oui, c'est lui. D'accord. Du coup, voilà, il a fait ça. Il a fait un bout du scénario de C'est pour Thomas The Descent, mais le 2. Oui. Ah oui, enfin je dis ah oui, d'un ton enthousiaste, mais le 2 c'est plutôt ah oui. Voilà, donc rien de ouf. Mais Eden Lake, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur Eden Lake et en même temps, moi je vais pas vous faire un cours de sociaux parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux placés que moi pour en parler. Non, mais moi je dirais juste que c'est un film qui est méchant. Ça, on est tous d'accord pour dire ça, qui est inspiré des films d'horreur des années 70. Et donc, c'est là où on rejoint le film de Camille, le très grand film réalisé par Camille, d'ailleurs. Oui. Voilà, parce que... Arrêtez. Autobiographique. Vous me faites passer pour une égomaniaque, c'est insupportable. Je suis humble, je vous promets. Non, mais voilà, il y a un petit lien avec Waking Fright. Et puis... par extension, Délivrance et Les Chiens de Paille, que j'ai vu aujourd'hui. Moi, j'avais lu le bouquin et j'ai vu le film aujourd'hui. Il faut voir ce film. Le Peckinpah. Ouais. Incroyable. Ouais, incroyable. Incre. Comme donc, disent les chaînes d'Eden Lake. Abonnez-vous.
Bon, allez, j'arrête. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, du coup, ces films, là où ils se rejoignent, c'est que c'est des films qui sont quand même monstrueux, mais sans monstres, pour des films d'horreur. Et donc, c'est une horreur qui est basique et sociologique. Encore une fois, je ne vais pas vous parler de sociaux parce que moi, je suis vraiment pas forte avec ça, mais en tout cas c'est ce qui ressort. Voilà, il y a une prétention sociologique dans Eden Lake. Alors après, qui est problématique, je trouve d'ailleurs. Voilà, qui est problématique ou qui en tout cas interroge. Ici, c'est sûr il y en a plein qui y voient un discours un peu anti-ruraux où le couple de citadins, qui est synonyme de progrès et de modernité, se fait déboîter par une bande de dégénérés moitié consanguins issus des classes populaires. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur ce qu'a voulu montrer Watkins. Mais après, il faut aussi souligner que Eden Lake, ça sort 2 ans après les attentats du métro à Londres et que l'Angleterre, à ce moment-là, est ravagée par des vagues de violence. Franchement, c'est horrible. Et c'est des violences qui sont exclusivement urbaines. Il faut noter ça aussi. Donc, bon, déjà, on peut se demander, voilà, pourquoi là on nous emmène à la campagne, si à ce moment-là ce qui se passe c'est en ville. Donc voilà, moi je prends pas trop parti là-dessus parce que j'y connais rien et en vrai j'ai peur de dire beaucoup de conneries. Mais est-ce que tout simplement Watkins n'a pas voulu parler de juste des différentes classes sociales? Bon, c'est très commun, c'est très peu original, mais est-ce que, voilà, il faut pas forcément aller chercher plus loin que ça? Je sais pas, parce que déjà quand ils sont dans la bagnole au début, le couple, on entend à la radio que justement, ah oui, c'est vrai, il y a une montée inquiétante de délinquants. Oui, c'est pour ça. Enfin, de délinquance exercée. Ouais. Oui, c'est peut-être un film. Moi, je sais pas le dire, mais c'est un film de réac en vrai. Quoi. Mais moi, ça m'interroge beaucoup l'intention en fait du réal, parce que j'ai essayé de trouver lui ce qu'il disait sur ce film. Et en fait, lui, il rattache ça pas mal à des crimes qui ont eu lieu, selon lui, en Angleterre par des jeunes. Perpétrés par des très jeunes enfants. Et moi, je trouve que surtout, alors, j'ai pas envie de dire c'est un film de droite ou, enfin, tu vois, je vous laisse le dire, mais je pense surtout que c'est, non mais, je suis plutôt d'accord, tu vois, d'un point de vue politique, mais je me demande surtout si c'est pas c'est surtout pour moi le film de quelqu'un qui a très peur, qui va pas très bien, tu vois, et qui est dans un rapport d'anxiété par rapport au monde, enfin, parce que, en fait, ce qui est incroyable, c'est que t'as une bande de jeunes qui, en fait, moi je trouve que le point de départ est génial parce que le film est très efficace, faut le dire. C'est un film qui fait par contre, vraiment peur. C'est une chasse à l'homme assez hardcore. Voilà. Si vous voulez avoir un survival très efficace. Si vous voulez avoir peur, vraiment, ce film est bien parce que c'est jusque boutiste et tout. Mais par contre, en fait, moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est effectivement la prétention sociologique. Ce qui m'a dérangé beaucoup, c'est la musique. Moi, j'ai un gros problème avec cette musique. En fait, il y a de la musique tout le temps. Et il y a de la musique beaucoup avec des cordes, très mélancoliques au début, très romantiques quand ils arrivent sur le lac et tout. Et en fait, la musique devient de plus en plus épique au fur et à mesure. De plus en plus épique. Enfin, bref. Non, c'est bon. Non, ça marche. Non, c'est épique. Voilà. Elle est épique. Et donc, du coup, elle devient genre, je sais pas, comme une espèce de musique de libération. Enfin, très premier degré, en fait. Tu vois, et elle rend le propos. Ça, tu vois. Moi, je trouve que vraiment, c'est bien que t'en parles, parce que moi, tu vois, j'avais pas. Enfin, les rapports justement entre le personnage principal qui est donc la jeune femme et les autres en fait qui veulent sa peau. Je trouve que c'est traité de façon très très premier degré. Enfin, il y a même pas le plaisir du slasher, tu vois. Enfin, et ça m'a beaucoup dérangé parce que du coup, tu te dis mais qu'est-ce qu'il veut dire? À part qu'en fait, les pauvres... c'est ça, hein, c'est clairement ciblé en plus. À part que les pauvres sont des sauvages, en fait. C'est là la double interprétation du film. C'est parce que justement, t'as cette première interprétation, et il a été beaucoup critiqué là-dessus. Mais en fait... je sais pas si le réel est allé chercher aussi loin que ça. Tu vois, peut-être que lui, sans doute que c'était un bourgeois de citadin, voilà, comme le couple de Jenny et Steve. Mais peut-être qu'il voulait parler justement de comment dire, de cette incompréhension mutuelle entre justement ces différentes classes sociales suite à des
voilà, des drames, aux attaques terroristes en 2005 à Londres et à d'autres problèmes de société à ce moment-là. Est-ce qu'il en a pas juste parlé de manière maladroite? Je sais pas, parce que tu vois, je trouve que le personnage de Brett, c'est un psychopathe clairement, mais on capte rapidement qu'il se fait battre par son père, voilà. Mais surtout, il y a une scène qui me touche beaucoup, c'est quand sa chienne justement Bonnie meurt, et en fait il s'effondre et il vrille complètement. C'est comme si tout ce qu'il avait de plus précieux lui avait été arraché à ce moment-là de manière accidentelle par les bourgeois, les citadins, et que du coup là c'est un peu ce truc presque de jalousie, mais en fait tu m'as pris le seul truc que j'avais, je vais te déboîter, tu vois. Il y a cette haine qui est maladroite en fait, et je sais pas, je pense que c'est un film maladroit, mais je suis pas sûre que le réal soit non mais justement un mec de droite. C'est pour ça que je voulais pas, tu vois, c'est pour ça que je voulais pas dire ça, que ce soit un mec de droite et tout, mais c'est et justement je trouve mais que Thomas et Léo nous le diront. Et ce qui sauve, pour moi ce qui sauve le film, et on fait pas un film fasciste, enfin tu vois, ou rétrograde, ou voilà. Meuf qui utilise des grands mots, c'est le fascisme. On se calme. C'est juste avant les vacances. Voilà, on lâche les chevaux. Et le contexte social est tendu. Exactement. Oui, et c'est pour ça que ce film résonne beaucoup, justement, avec les interprétations. Et voilà. Moi, je le trouve assez malaisant, du coup, en fait. Moi, il m'a mis mal à l'aise, tu vois, la fin, surtout, où, en fait, on représente vraiment, du coup, les classes populaires et pauvres de Grande-Bretagne comme des débiles de télé-réalité qui sont crasses et stupides. Moi, j'ai du mal, et je ressens vraiment un mépris de classe avec ce film, et moi j'avoue que ça m'a un peu dérangé. Je me demande à quelle part il a mis de sa personne à lui dans les deux personnages principaux, et si c'est le cas, moi ces deux personnages, mais et on est loin de Délivrance, c'est des gens qui se sentent tout permis et qui découvrent que d'un seul coup en fait la réalité elle est pas comme ils imaginaient et qu'ils sont pas partout chez eux. Là c'est pas pareil, on te fait, enfin j'ai l'impression que il y a un truc très anxiogène où le réal a peur et représente sa peur et son angoisse de l'autre et des pauvres, du coup clairement. Par des enfants qui, dès l'adolescence, vous vous rendez compte, deviennent des Ouais, mais en même temps, le couple, ils sont quand même ultra violents aussi. Enfin, tu vois, ça parle de. Enfin, excuse-moi, mais la meuf qui est quand même institutrice, faut le rappeler. C'est présenté de façon assez légitime dans le film, je suis d'accord. Ils sont légitimes, mais franchement, le film te montre, il y a 2-3 scènes où elle défonce des enfants. En fait, quand on n'est pas content, on n'est pas avec elle, tu vois. Oui, mais c'est là où, c'est là où justement la musique se met en place. Il y a notamment un moment de musique épique au moment où elle accélère sur une des gamines, tu sais, à la toute fin. Et en fait là, dans ce moment-là, au moment où elle met le pied sur l'accélérateur quand même pour renverser une petite fille, et t'as une musique genre de libération et t'es là mais pardon, enfin c'est quand même problématique. Camille qui est complètement forcée par Brett à filmer en plus, et enfin voilà, c'est. En fait c'est moi je rejoins l'avis de Camille et de Léo aussi, mais moi il y a un truc qui me choque, et ça me choque d'autant plus que tu as précisé le contexte dans lequel le film avait été fait. En fait, c'est un film un peu opportuniste, quoi. C'est-à-dire que tu sors sur une vague sur un événement politique, sur une vague de violence qui a lieu à un moment donné, tout ça, pour parler des rapports sociaux de manière un peu crasse et tout ça. Parce qu'à aucun moment dans le film, je trouve, enfin moi je l'ai regardé, et comme il est particulièrement efficace, à aucun moment j'ai été du côté des agresseurs. Que sont moi au début locaux sur la plage aussi, parce que c'est un gros relou quand même le mec. Oui. Moi j'ai été du côté des agresseurs moi à aucun moment en fait, j'ai toujours eu peur pour le couple, parce j'ai que toujours eu, tu vois, ils sont pas en contrôle. Ouais, mais le film te met toujours de leur côté, tu vois, dans le sens où peut-être que la musique y participe. Moi, j'y ai pas fait attention, et pour être tout à fait franc, je l'ai pas revu. Mais à aucun moment t'es du côté de. Enfin, moi, j'ai trouvé que j'étais en permanence du côté du couple, et j'avais qu'une envie, c'était qu'il triomphe de ces salopards de. Mais tout à fait. Moi, ça, c'est vraiment craignos. Justement, moi, je trouve que là où ça aurait pu être, parce que moi, j'ai adoré que Michael Fassbender se fasse dégommer la gueule. Ce qu'il faut quand même souligner dans le film, moi, je trouve que ce qu'il sauve, c'est ses acteurs, tu vois. Les acteurs jeunes. Enfin, faut dire quand même qu'il a casté genre tous les acteurs. Les gamins, ils jouent trop bien. Les gamins sont incroyables. Enfin, donc Jack O'Connell, incroyable. Enfin, vraiment, c'est lui, celui qui joue Brett. Justement, c'est lui qui le rend humain au moment où il perd le chien et tout, et c'est le seul moment où t'as un peu un point d'équilibre et tout. Il y a un gamin aussi, Carl, du coup. Oui, mais il y a aussi le tout petit. Le tout petit, c'est celui de This Is England, qui est quand même très grand film aussi, qui joue
hyper bien. Excellent. Et tout. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que les personnages des gamins sont pas très écrits, tu vois. Franchement, ça aurait pu être vraiment un très grand film si... Enfin, non mais je me prends un peu trop au sérieux. Merci si Jacques Lacan. Alors, ça aurait pu être un super film. Je vais te dire comment t'aurais pu faire un grand film. Déjà, pourquoi tu l'as fait en VF déjà. Pardon, je me reprends parce que je me vois entendre dire ça, je me dis calme-toi, tu sais. Calme Watt. Mais non, mais tu vois, je trouve que les personnages des gamins sont un peu trop unidimensionnels. Enfin, vraiment, ils sont pas. Moi, je les aime bien, ces gamins. Il y a des non, je les aime pas bien. Mais non, je pense que c'est ton côté de gauche qui part. Parce que tu les aimes bien rétrospectivement, mais quand tu regardes le film et t'es dedans, je voulais dire que j'aime bien leur film n'est pas fait personnage. pour que tu les aimes, je trouve. Ouais, mais en fait, je les trouve déjà plus écrits que les deux personnages principaux. Je trouve que déjà il y a une profondeur qu'il n'y a pas forcément chez les personnages principaux oui, moi je trouve très aussi. lambda en fait quoi. Oui, en fait on sait pas. Tu vois, elle on sait juste qu'elle a un style, lui on sait même pas. Oui, on sait même pas trop ce qu'il fait et lui c'est quand même un gros con dès le début du film quoi. Avec son gros 4x4 il roule sur la forêt comme un con. Les gosses, mais ça tu dis ça parce que t'as une dégage. interprétation, tu vois. Enfin, moi, je trouve que je suis d'accord avec Thomas. Le film te met pas de ce côté-là. Je trouve que oui, quand t'es dans le film, franchement, c'est difficile d'avoir du recul en te disant. Là, c'était pas du côté du film. C'est vraiment moi, en tout cas. Moi, je me dis que c'est pour ça aussi que je trouve que le film est un peu réac. C'est parce que, en fait, avoir cette représentation-là de personnages qui sont clairement du côté du bien dans le film, en fait, quoi, parce que c'est ça le fond. Ouais. Moi, ça me dérange un peu de base. Voilà, quoi. Et après, moi, par contre, j'ai bien aimé le visionnage parce que. Le film est haletant en fait. Quoi. Mais ça, c'est ça que j'aime avec ce film. Le film, il a des qualités intrinsèques en tant que. Il marche très bien. Que film d'horreur, tu vois, qui sont voilà, vraiment après, c'est vrai que le discours, on peut carrément l'interroger. Oui, c'est vrai que. Enfin, là, on enregistre quand même l'épisode dans un contexte social tendu, quoi. On va pas se le cacher en France. Et du coup, le fait de représenter ça dans ce film, c'est toujours des trucs qui interrogent encore plus nous en ce moment. Et moi, du coup, ça m'a un peu interpellé au visionnage directement, ce truc-là. En fait, quelle image tu crées du coup dans l'inconscient des gens qui vont voir ce film de groupes de jeunes violents qui agressent des gentils profs et des gens bien rangés de la société, tu vois. Moi, c'est peut-être ça qui m'a quand même posé problème. Et peut-être que ça a fait écho dans ma tête sans que je m'en rende compte avec... ce qui se passe en ce moment, mais voilà, c'est... Non, mais c'est important de le rappeler, en effet. Ouais. Oui. Quand on représente, on a une responsabilité. Ouais. Exactement, un grand pouvoir. Dédicace Romain Gavras. Mais d'ailleurs, ça va jusqu'au bout du film où à la fin, elle meurt dans des conditions dégueulasses et tout, et t'es là, mon Dieu, c'est horrible, tu voulais qu'elle s'en sorte, tu vois. Alors qu'en fait, tu devrais pas vraiment... Tu vois, si c'était dans les slashers, t'as toujours... Dans un bon slasher... le mec qui donne des il y a le bon et il y a le mauvais slasher. Le bon slasher on est insupportable. Genre, désolé, mais vraiment, arrêtez de nous écouter parce que regardez, on dit n'importe quoi. Alors le bon slasher. Wes Craven, écoute-nous bien. Non mais en vrai, tu sais, t'as quand même un peu envie que les gens que tu vois crever, ils crèvent. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et elle, tu vois, à aucun moment t'as envie qu'elle s'en sorte. Et à aucun moment je sais pas, à aucun moment, moi, je lui souhaitais du mal. J'étais là, ah putain, elle s'en sort, c'est trop bien, tu vois. Et à la fin, oh non, elle s'en sort pas. Et j'étais en colère après. J'étais en colère. Parce que mais c'est ça. Dans le genre, moi, je préfère Anneke Funny Games, tu vois. Dans le genre de violence pure, non mais tu vois, je trouve qu'il est plus dans son propos. Ouais. Il est plus. Alors après, clair, moi j'ai un peu des problèmes avec Funny Games, mais bon. Ça sera pour un prochain épisode. Ouais, parce que Funny Games. Putain, désolé. J'ai envie de parler de Funny Games. du coup, Lola, toi, t'as bien aimé enfin, c'est quoi vraiment qui t'a fait moi, du coup, c'était la deuxième fois que je le voyais là, mais au premier visionnage, moi, en fait, j'ai juste été en transe pendant. Il dure pas très longtemps. 1h30, voilà, et moi, j'ai trouvé qu'il fonctionnait très très bien et qu'il m'a donné tout ce que j'attendais d'un bon. Un bon film survival. Un bon survival, voilà. Après, là, je vous avoue que toutes ces questions-là ressortent maintenant qu'on en parle. Mais après, avant, ça n'enlève pas l'efficacité du film. En fait, si t'en es conscient dès le départ, potentiellement. Après, voilà, faites-vous votre avis. Nous, peut-être qu'on surextrapole les trucs. Nous, j'ai l'impression qu'on a sorti un petit malaise, tu vois, mais peut-être que des gens peuvent nous prouver le contraire. Mais c'est parce que nous, on doit travailler sur le film, on doit en parler, on doit se forcer de regarder un peu plus loin que ce qu'on voit à la première.
au premier visionnage. On se doit de vous éclairer en fait, quoi. C'est les lumières au bout du tunnel, c'est nous. Alors vous, pauvres gens qui écoutez, en parlant de ce Jésus marchant sur l'eau. En parlant de se forcer de regarder un film, est-ce qu'on parlerait pas de ton film? Attendez, c'est quoi ton déjà, film, Thomas? Attendez, je ne comprends pas cette agression. Je ne comprends pas cette hostilité. C'est l'épisode de la Discord. J'ai choisi un film tout à fait recommandable. Respectable. Et respectable, notamment vis-à-vis des pays européens de l'Est. Et des TDS aussi. Ah la vache. Qui s'appelle Severance. We need to board ourselves in. I'd hate to be accused of not killing him when I had the chance. Severance. The company's making cutbacks. Et la bande-annonce des années 2000, musique, bande-annonce originale qui n'est absolument pas dans le film. Ils n'avaient pas les droits. Non, ils n'avaient pas les droits de Rage Against the Machine. Non, c'est moins bien ce qu'on a pendant le film. Donc Severance, film de 2006, réalisé par Christopher Smith. Alors, je vais faire un petit disclaimer autour de ce film. Severance, c'est le film que j'ai suggéré parce que je l'ai vu quand il est sorti en 2006 et je croyais qu'il était cool. Je l'ai revu. Et il est effectivement moins cool. Alors, pour tout un tas de raisons qu'on va développer, entre autres des problèmes de représentation de la femme, des personnages féminins, et probablement dans un certain nombre disons, la forme d'humour qu'il manie avec une certaine habilité au cours de son déroulement. Mais enfin bref, ça on va en discuter après. Donc Severance 2006, j'insiste, l'époque est importante. Va nous montrer finalement un séminaire d'entreprise qui concerne une entreprise d'armement qui s'appelle Palisade Défense, et donc nos 6 protagonistes qui font partie du bureau britannique, je crois, de Palisade Défense, vont aller faire un petit tour en Hongrie dans une maison de location qui est supposée être luxueuse pour tisser des liens professionnels entre eux et améliorer la cohésion d'entreprise. Donc on va retrouver nos 6 personnages. Le beau Harris, Jill, Gordon, qui est rigolo, Billy, et l'inénarrable Steve et son humour, qui est joué par Danny Dyer. Beaucoup de Steve aujourd'hui. Deuxième Steve. Danny Dyer qui est un acteur, mais surtout aussi un présentateur télé, comme me le faisait remarquer Camille avant. Je crois qu'il a animé une émission sur les hooligans. Attention à la marche. Les hooligans dans le football, dans le monde. Donc ça colle à son personnage. Hein. Vraiment, je pense que le rôle est écrit pour lui. Ouais, taillé pour lui. Et on a également Maggie et Richard, qui est le patron. Et donc notre groupe de collègues va se retrouver après différentes péripéties. Alors, c'est des trucs un peu classiques. Le bus peut pas passer, la route est barrée, il faut finir à pied. Les pires reco-vacances. Voilà. Et donc, ils vont se retrouver dans une espèce de cabane préfabriquée, faite de briques et de broc, en plein milieu de la forêt hongroise, dans laquelle on apprendra un petit peu plus tard qu'elle servait d'asile psychiatrique. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris le film. Moi non plus, j'ai pas. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce qu'il n'y avait pas un vétérinaire ? Il n'y avait pas de vétérinaire. Non, mais c'est un vague truc, c'est plus ou moins lié à leur entreprise avec des expériences en Europe de l'Est. Alors, moi, je vais te dire ce que j'ai compris. C'est que c'était un endroit dans lequel il y avait un asile psychiatrique pour les vétérans. Ouais, un film de vétérans, mais pas vétérinaire cette fois-ci. Et à cet endroit-là, dans les années, on ne sait pas trop, parce qu'en fait c'est volontairement flou, 50, film, 60, quoi. 70, 80. Il y aurait eu des tests d'armes
biologique qui aurait été fait par Palisade Défense, donc qui est l'entreprise qui vient en séminaire ici. Et ces tests auraient, de ce que j'ai compris, rendu leur liberté aux fous, qu'auraient tué... C'est donc des tests qui ouvrent les petites cellules. En tout cas, des cellules. Parce qu'ils auraient tué les gardiens. J'ai pas bien compris ce truc, tu vois. Et donc les mecs sont sortis et ont décidé de rester là pendant 20 ans, visiblement. De rester là pendant 20 ans tapis dans la forêt et de perpétrer vengeance contre les membres de Palisade Défense qui oseraient un jour venir en séminaire d'entreprise dans cette forêt, mais on sait pas très bien comment ils ont attiré là. Enfin, moi, j'ai pas vraiment compris Mais je trouve que c'est une bonne explication. Ça se tient. Si vous avez... Ils ont été très patients, en tout cas. Si vous avez une explication un peu plus, je sais pas, cohérente à ce film, je suis preneur parce que réellement, j'ai confronté ce que j'avais compris du film au synopsis Wikipédia, à celui d'Allociné, et en fait, rien n'est clair. Hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, au cours de ce film, on va assister à un certain nombre de meurtres. Donc, parce que évidemment, nos 6 personnages vont se retrouver, eux qui pensent passer un bon moment entre collègues et éventuellement renforcer des liens professionnels. Alors, il y a déjà des tensions qui existent. Et c'est déjà un cauchemar en soi. Mais quelle horreur de partir en week-end avec des collègues déjà. En Hongrie, en autocar. Et nous, ça nous attend, on part demain. Hein. Donc, oui. Tu crois quoi dans l'outback en Australie, comme j'ai dit. Le camp d'été d'Assaut Système en Creuse, on en revient, mais... Je suis désolé pour ça. Je m'excuse vraiment aux gens qui habitent en Creuse, c'est vraiment... C'est juste que j'avais des grands-parents en Creuse et c'était les vacances de l'ennui pour moi. Du coup, c'était The Visit, donc si vous avez écouté, voilà. Pauvre Léo. Et la genèse de Léo. Mais bon, et donc du coup, ils vont eux qui pensent passer juste un week-end chiant, tu vois, au pire. Et bien en fait, ils vont se retrouver traqués et chassés, massacrés par on ne sait pas qui. Non-hongrois qui tapis dans la forêt, des dont on vétérans fous, des fous vétérans ninja qui font de l'acrobranche. D'accord. Voilà. Oui. Il y a un parcours d'acrobranche. C'est vrai. C'est le parcours noir. Ouais, t'as pas le droit si tu fais moins d'1m60. Mais tout ça en prévision de tuer un jour des gens de Palisade qui viendraient potentiellement. Mais attends, en prévision, en attendant, eux, ils se faisaient des parcours d'acrobranche. Oui, c'est vrai. Attends, moi j'ai déjà payé pour aller faire de la tyrolienne. Non, mais c'est ouf. Ça se tient. Donc donc ils attendent là. Il se trouve que ils viennent passer un week-end et donc ils se disent c'est la bonne occasion pour les massacrer et comme ça on va bien se venger. Et donc c'est l'occasion donc pour Christopher Smith qui est plutôt un cinéaste que je respectais avant de voir ce film. Notamment pour son film d'après qui s'appelle Triangle, que moi je trouve vachement bien. C'est l'occasion pour lui de nous montrer ses talents de metteur en scène, parce qu'il y en a quand même, c'est quand même plutôt un bon metteur en scène, et de nous montrer, de nous montrer un certain nombre de morts assez jouissives pour essayer d'arriver à une critique un peu maladroite de la société moderne. Je sais pas trop ce qu'on peut on vit dans une société, quoi. On vit clairement dans une société. J'ai pas bien, voilà, mais beaucoup en tout cas, de films maladroits, c'est sûr. En tout cas, il vient nous dire que les armes c'est mal et que voilà, et que de tirer sur des gens en Hongrie c'est pas bien. Et que manifestement la Hongrie c'est pas terrible non plus. Au cas où on avait. Ils ont pas dû avoir le partenariat du ministère du Tourisme. Bon, en tout cas, pour les gens qui n'ont pas vu leur Walt Disney, ça rattrape un certain nombre de valeurs. Les armes c'est mal, voilà. Néanmoins, on en oublie certaines autres. Les femmes sont, je sais pas, il y a quand même une mise en scène particulièrement appuyée autour du personnage de Steve qui fait que des blagues de cul hyper gênantes. Parce il faut dire quand même que c'est un comédie horreur. C'est-à-dire que c'est de l'horreur, mais en fait c'est un slasher voilà. un peu mais humoristique. c'est les années 2000, on s'est perdu dans beaucoup de choses. En fait, lui c'est le perso des années 2000. Pour moi, il représente assez bien le film. Faut remettre dans son contexte. Il a une coupe, il a les cheveux assez courts, bruns, il met des baggy, il a les cheveux en pique. Il se drogue. Et c'est un stoner, c'est-à-dire qu'il prend des champis dès qu'il peut. En team building devant ses collègues et personne n'est choqué de ça. Tout le monde s'en fout. Je comprends pas. Il filme des pètes et il fait des blagues de cul et tout le monde trouve ça normal parce que c'est Steve, quoi. Et évidemment, il est trop fandard. Évidemment, vu que c'est ça qu'on disait en 2006. Et évidemment, vu que c'est Steve a la brillante idée en prévision du team building
sur son ordinateur dernier cri d'aller commander des prostituées. Eh ben oui. Hongroises, parce qu'évidemment, il n'y a que ça. Mais là, tu révèles un twist incroyable du film. Mais c'est la scène d'ouverture. Oui, alors, par contre, cette espèce de scène d'ouverture où on te montre la fin du... Enfin, moi, je suis sûr que c'est parce qu'il y avait des paires de seins et que le réel s'est dit, genre, dès le début, il faut que j'accroche les gens, quoi. Non, mais les paires de seins, on les voit pas avant la fin. Ah, si. Non, au début, c'est. Ouais, je sais pas sur les voix. Je crois qu'il y a un petit titis. Si. Police des tétons, pardon, excuse-moi. Non, mais en tout cas, effectivement, c'est hyper craignos. Et d'ailleurs, donc, ces prostituées qu'on voit au début, enfin, c'est pas des prostituées, c'est des escortes. Enfin, voilà. Ah oui, on les revoit pas et on se dit, mais merde, ça s'est passé avant, après, tout ça. Et en fait, non, twist. C'est bien donc, elles sont. La scène à laquelle on assiste au début. Et bien donc concomitante des événements auxquels on assiste au cours du film. Et en fait, il se trouve qu'il y avait un personnage supplémentaire qui est le personnage de George. J'insiste sur ce point parce qu'il est à l'origine d'un gag qui est pour moi le seul vraiment marrant du film. En fait, lui, il a trouvé la maison qui leur a été destinée. Il s'est pas planté, il n'est pas allé dans la cahute et il est allé directement au bon endroit. Et il est tout seul avec les prostituées quand les personnages le retrouvent. Et il sort un bazooka pour tirer sur les terroristes. Et en fait, le missile frôle les... Il s'envole... Je dis les terroristes, mais c'est parce que c'est comme ça qu'ils les voient. mais le missile frôle les antagonistes et en fait s'envole dans le ciel pour aller dégommer un avion. C'est le seul truc un peu marrant du film. Ah voilà. Ouais. Et ça intervient à 1h27. Voilà. Alors, moi, je suis pas d'accord. Moi, le début du film m'a fait beaucoup rire. La scène dans le bus où il passe la pub de l'entreprise fraîchement tournée, où tu as du coup les personnages, dont le seul personnage renois du film, qui sont en mode mais pourquoi il n'y a pas de noir dans la pub de l'entreprise? Et il y a un gros malaise. Moi, il y avait une petite vibe The Office au début. Je me suis dit, ça va peut-être être rigolo quand même. Non, mais il y a ce truc trucs marrants. Il y a des trucs rigolos. Ouais. Même les sessions de team building, le patron, c'est Michael Scott. Hein. Alors lui, il est vraiment nul. Hein. Il a un charisme négatif. Ouais. Mais non. Moi, j'adore l'acteur en plus. Parce que les acteurs sont vraiment chouettes. Enfin, lui, en fait, il y a plein d'acteurs que tu retrouves dans plein de séries dont tu as déjà vu le visage, effectivement, un peu à la The Office. Et le personnage, justement, le Richard, l'espèce de patron complètement nul, c'est Tim McInerney. Et c'est juste pour vous dire, c'est le mec qui est dans le clip This Woman's Work de Kate Bush. Ah ouais, ok. Je sais pas si vous vous souvenez, réalisé par Kate Bush. Et je me disais, mais j'ai déjà vu cette tête d'anglais, parce qu'il a vraiment une tête d'anglais. Mais il était plus jeune, non? Ah oui, beaucoup plus jeune. Mais il a quand même cette tête d'anglais. Mais qu'est-ce qu'une tête d'anglais, Camille? Ah non. Mais en tout cas, lui, il est très très bien. Un faciès très sympathique. Lui, il est très très bien. Bon, alors après, le film a quand même pour lui... des scènes de comédie. Alors, je vous ai parlé de la scène du bazooka, je sais pas si je l'ai bien raconté, mais à voir, c'est un peu marrant. Il y a la scène du piège à loup, donc c'est le personnage de Gordon, je crois. La jambe. Qui est un peu le faillot de la bande, qui se prend au cours d'une session de paintball. C'est un piège à ours. Il se prend dans un piège à ours et donc ils essayent de le sauver, mais en fait, à chaque fois qu'ils écartent le piège, il lui referme violemment sur la jambe et donc ils finissent par lui couper la jambe de manière assez sale. Et la mettre dans un frigo. Et la mettre dans un frigo qui est dans le bus. Enfin, il y a des trucs un peu rigolos. Moi, j'avais lu dans les critiques de l'époque que c'était entre Shaun of the Dead et je sais pas quoi. Ça ressemble, c'est un peu dans la vibe. Ouais, alors Shaun of the Dead, c'est quand même plus marrant. Oui. Là, c'est quand même vraiment moins marrant et c'est vraiment plus cringe sur les tout l'arc narratif autour des prostituées hongroises. Je reviens dessus parce que c'est très important dans le film. Elles sont au début et à la fin. C'est quand même assez malaisant. Puis il y a des moi il y a des trucs qui m'ont fait trop rire, c'est les décors. C'est cheap. Parce que évidemment donc dans le lodge qui n'est en fait pas un lodge luxueux mais qui est une espèce d'asile manifestement. Oui. Vraiment asile. Mais vraiment ça a dû inspirer un nombre de décorateurs d'escape game. Je pense qu'ils ont tous vu ce film parce que c'était là genre mais vraiment c'est pas possible. Moi j'aime bien les escape games. Ah oui, moi aussi. Mais tu vois il y a un côté très carton-pâte quoi. Ah bah oui. Pareil quand il y a le personnage de je ne sais plus comment elle s'appelle l'américaine Maggie qui dont tous ses collègues non, alors attends, je vais refaire cette phrase. Tous ses collègues hommes fantasment sur elle. Elle a rien demandé, elle veut pas manger, elle veut juste fumer des cigarettes en paix. On la comprend.
Absolument. Et elle finit par fracasser un méchant à un moment donné avec une pierre, mais c'est une éponge en fait. Ouais. C'est vraiment, c'est trop bizarre, tu sais. Elle a une espèce de petite pierre. Elle est marrante. Tape comme ça. C'est vraiment les accessoiristes. Quand elle va soulever le gros rocher, c'est ça. Elle en prend un plus petit après. Elle lui éclate quand même bien la gueule. Et ce montage est fait en parallèle du personnage de Steve qui donc lui se bat de son côté contre un Hongrois vétéran réchappé d'asile avec des OGM à l'intérieur, méchant, un méchant, et il lui plante un couteau dans les fesses, c'est rigolo. Et après, oui, et après il lui dit attention, ça va te faire mal, et le pousse et il s'assoit dessus. Voilà. Et peut-être qu'on deuxième trou de balle. On peut spoiler ce film en disant le dernier mot du film. Oh là là, ah ouais, je peux nous parler de la fin, Thomas. Ouais. Alors à la fin, pour vous dresser donc un résumé de la fin, parce que je pense que ça vaut le coup. Je sais pas si en le racontant vous allez me croire. Ce qui se passe à la fin, donc Maggie et Steve, qui en fait cultive une espèce de romance, mais on comprend pas très bien pourquoi, parce que lui est méga relou et elle a pas l'air d'être aussi relou que lui. Enfin, c'est un peu, elle a arraché les Joe dans Friends, quoi. Irrésistible, enfin. Mais en vrai, il est un peu laid. Oui, elle s'occupe de lui parce qu'il est pas capable de s'occuper trop de lui-même, de toute façon. Donc, et donc, eux, ils sont dans une espèce de romance, donc c'est un peu les personnages portés jusqu'à la fin du film. Et à la fin, Maggie se rend compte que finalement, il y a plus qu'un préfabriqué, mais il y a toute une espèce de forteresse dédiée à l'hébergement de ces Hongrois méchants qu'on a du mal à caractériser depuis le début, depuis qu'on parle du film en fait. C'est pas trop qui c'est. Voilà. Et donc elle finit par se rendre compte que eux ils sont réchappés là, et donc ils cultivent une espèce de haine vis-à-vis de Palisade Défense, parce que ils ont manifestement entreposé plein de caisses d'armes et ils ont très envie de se venger en retournant ces armes contre eux. Elle est pourchassée par un type qui a un lance-flamme, et là elle est sauvée par une des escort girls hongroises qui est quasiment seins nus avec une peau de bête par-dessus et qui vide des chargeurs de mitraillettes dans le dernier méchant. Et donc, ils se font sauver par les escort girls qui ensuite les amènent, donc nos deux survivants, dans une barque. Ils sont sur un lac, c'est paradisiaque, et on se dit on va avoir un épilogue, quelque chose, voilà, je sais pas. Et en fait, Maggie se penche tendrement sur Steve, le regarde, et lui il est un peu blessé, il ouvre les yeux et son premier murmure c'est foursome, parce que vraisemblablement il envisage un plan à 4 avec les deux escortes hongroises et Maggie. Le film se finit réellement comme ça. Et là, le dernier mot du film, générique. Et je pense qu'on avait le droit de spoiler ça quand même. Moi j'aime bien cette fin. Je vous ai tout raconté, parce que vraiment entre le coup du sauvetage, j'ai pas compris quoi. C'est... Non, mais surtout moi quand j'ai vu ça, je me suis dit mais Thomas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a parlé de films hyper romantiques jusqu'à présent, de trucs sensibles, intelligents, et d'un seul coup boum. Tu nous avais parlé de Woman Gaze un peu, tu vois, et tout, et là foursome quoi. Et là le American Pie de Laura. Oui. D'accord. Écoutez, ça fait très penser à je peux pas me défendre de ce choix. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand je l'ai vu en 2006, j'avais trouvé ça marrant, et je m'étais dit tiens, Christopher Smith, triangle. Ouais, alors triangle, pas foursome du coup. Je m'étais dit tiens, c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose, peut-être que je vais retrouver des trucs en voyant ce film. Mais je n'ai pas retrouvé grand-chose. Alors non, quand même, si on doit sauver un truc, c'est qu'il y a des raccords dans la maison quand ils passent leur première nuit qui sont pas trop mauvais. Il y a des plans raccords qui sont assez intéressants. On a une bonne perception de l'espace. Il y a un peu d'inventivité sur les situations où les méchants traquent les gentils. Ça, c'est plutôt pas trop mal. Pour continuer d'enfoncer le film, il y a des scènes de violence un peu complaisantes, limite torture porn, notamment avec le personnage de Gordon qui, non content de s'être fait arracher la jambe dans un piège à ours, se fait graver le logo de Palisade Défense dans la chair, avec la souffrance qui est vraiment filmée et tout ça. Ça, c'est un peu dérangeant. Lola t'a même dit pendant qu'on le regardait, putain, c'est Hostel, quoi. Ce qui est quand même pas un compliment. Et voilà. Mais donc, non, mais j'ai rien à dire pour ma défense. Hein. C'est une bouse. Le mot est lâché. Surtout que t'as pas complètement compris le thème, parce que là, tu nous as amené peut-être vers un thème qui peut être très intéressant, qui serait collègue relou.
Oui, mais moi j'aime bien l'idée, du coup j'aimais bien l'idée de départ. Moi j'étais content de regarder le film, je savais pas du tout ce que c'était et j'ai vu un truc en mode team building d'entreprise qui tourne mal. La scène d'intro, moi, m'a flatté, mis à part le truc des escorts où j'étais en mode oula, ok, ça c'est American Pie des années 2000, c'est cringeos. Mais le coup de la pub de l'entreprise super gênante qui bosse dans l'armement et qui est en mode toute happy, moi je trouvais ça, il y avait un truc rigolo quoi. Ouais, et en fait après à part cette scène il y a quelques trucs marrants mais c'est au début tu te dis putain c'est Verhoeven le mec et tout, il est trop c'est un peu Robocop. Non. Et en fait non. En fait c'est plus Weeball quoi, mais non, je suis méchant. C'est quand même pas le niveau du Weeball non plus. Non mais en tout cas je vous invite à regarder Triangle, qui est un très très bon film d'horreur, thriller avec un peu de fantastique, et qui est un film de boucle temporelle, on en reparlera peut-être, et qui est vachement moins problématique, enfin en tout cas il me semble, dans sa manière de représenter un certain nombre de choses. Maintenant, je vais peut-être le revoir. Tu l'as vu quand, en 2007 ou pas? Non, je l'ai revu il y a pas longtemps et c'était bien quoi. Non, ben je vais pas vous faire l'affront de développer le propos du film et son éventuelle portée politique ou sociale. On a déjà dit que ça disait que les armes c'était mal. Et que les Hongrois ils sont pas gentils. Ouais. Sauf quand c'est des escorts. Parce que le chauffeur de bus il est pas gentil non plus au début. Non, le chauffeur de bus il en prend pour son crâne. Donc voilà, donc un film hautement problématique, et voilà, et on va s'arrêter là-dessus. Sur Sévrance, cet épisode n'aura pas existé. non mais c'est vraiment le film des années 2000 dans tout ce qu'il a de plus craspec. Et ce qui est assez marrant, c'est que on a quand même parlé de 4 films de vacances. Bon, alors ça c'est un film de séminaire d'entreprise, mais en tout cas quand on part en vacances entre membres de l'Horreur du Dimanche, c'est un séminaire d'entreprise et les vacances à la fois. On peut mêler l'utile et l'agréable. Néanmoins, là, c'est un film de séminaire d'entreprise, pas réellement de vacances, mais j'en avais une idée très très positive, alors qu'en fait, il représente vraiment tout ce qu'il y a de plus condamnable dans le cinéma de cette époque-là. Et donc voilà. Désolé à vous. Ne le regardez pas forcément. Mais si, mais parce que moi je trouve que ça vaut le coup. Franchement, cette scène de fin, c'est lunaire quoi. Ouais. Moi vraiment, j'étais outré quoi. J'étais devant moi, mais attends, mais ils viennent vraiment de finir leur film comme ça là. C'est vraiment le truc qu'ils ont trouvé pertinent comme fin à ce film, c'est pas possible. Ouais, mais à l'époque, Foursome c'était marrant. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. En tout cas, dit comme ça, c'était drôle, j'imagine. Moi, ça m'a fait rire. Moi ça m'a fait rire avant-hier. Donc, Non, mais ça veut dire qu'il a vraiment écrit un script, il a écrit un scénario, et vraiment à la fin des 100 pages de scénario, t'as marqué Foursome. Et il s'est pas dit. Oh, c'est un peu. Moi, j'aime nul. Non, mais mec, à l'époque. À l'époque, c'était subversif, tu vois. Oui, c'est super grave. Ouais. Bah, quoi qu'il y a, même super grave, c'est mieux, hein, franchement. Ouais. Bon, voilà. Donc, non, et je voulais dire, j'ai oublié parce que je me suis perdu dans des digressions, mais en fait, ces 4 films vous montrent quand même, enfin, sur les 4, il y en a 3 qui sont des films qui ont été faits entre 2006 et 2008, et dont le propos est un peu, si ce n'est douteux, au moins questionnable. Voilà. C'est vrai. Et on a eu des grandes difficultés à trouver des films, un peu avec un peu de qualité derrière, tu vois, avec des trucs à gratter, quoi. C'était un peu difficile. Sauf moi, manifestement. Oui, t'as triché. Écoute, moi j'ai des conseillers, en fait. Non, mais c'est ça la vérité. C'est vrai que pour le coup, ton film, moi, en regardant du coup des réactions de gens que ça avait un peu traumatisé, il y en a beaucoup qui racontent le film comme un événement horrifique, en fait, quoi. Vraiment. Et du coup, c'est pour moi, c'est. Non, mais il y a pas de question. De toute façon, il y a la notion de film d'horreur. Tu vois, c'est très vaste. C'est très vaste et ça peut être beaucoup de choses. Néanmoins, c'est vrai que Joaquin Phoenix, c'est un peu le classique, tu vois, c'est le film classique sur lequel il y a beaucoup de choses à dire et je pense qu'on n'en a pas assez dit et on en a trop dit de Severance. On va finir cet épisode 8 comme ça, c'est un peu abrupt, mais on va s'ouvrir. Faut qu'on parte en vacances. Nous aussi, l'heure syndicale est arrivée et on va parler peut-être de ce qu'on va faire pendant ces vacances, parce qu'on va pas vraiment partir en séminaire d'entreprise. Qui va en Hongrie? Ou en Croatie, ça marche aussi. Thomas, vas-y. Moi, pendant mes vacances, je vais aller boire des spritz.
à Florence, parce que l'été c'est chouette. Tu vas avoir tellement chaud. Ouais, mais c'est pas grave. Ils font des pichets de spritz en Italie en plus qui sont pas très chers. La des pichets d'un litre. La fausse bonne idée. Non, je te barre. Ah là, Waking Fright, tu vas pas revenir. Il voulait partir 5 jours à Florence. Il y est resté 2 ans. Bah, c'est pas grave. Viens, j'y vais, je bouge de Escamanta, je m'en fous. J'avoue. Toi, Camille, tu fais quoi Moi, je fais la diagonale du vide cet été, avec beaucoup de plaisir, parce qu'avec beaucoup de potes, donc ça va être super. Ouais. Trop hâte. Creuse, Dordogne, Corrèze. Trop bien. Ah ouais. Et peut-être un peu des grottes en Dordogne. Fais attention quand tu vas. The Descent. Ah ouais. Fais attention à The Descent et te baigne pas près de lacs autour desquels des jeunes écoutent de la musique. Non, mais littéralement, on va à côté d'un lac radioactif. Voilà. Ouais. Je pose ça là. On aura des trucs à vous raconter à la rentrée. Pourquoi pas même un fan footage à vous proposer. Léo, toi tu fais quoi de beau? Moi là du coup je pars un peu dans le sud là en fin de semaine pour faire le camp d'été d'une asso de qui je suis membre. Voilà. Un petit camp d'été. Et puis des vacances entre copains. Et des vacances entre copains en août. Ouais. Voilà. Parce qu'on est copains avec Léo. Ouais, à Skip, ouais. Oh. Bah, donc là, tu pars avec Léo, c'est ça? Je pars avec Léo, ouais. Mais bon. C'est lui qui s'est occupé de la loc. Heureusement pour nous, non. Pourquoi Moi, j'avais trouvé une super bicoque, tu vois, en Hongrie, et vous n'avez pas voulu. À Nilborg. Ouais, à Nilborg. Et t'avais réservé des escortes. Hein. Ce mash-up ne devrait jamais exister. Faut jamais qu'il y ait un mash-up entre ces deux films. C'est impossible. La pureté de Troll 2, ouais. Qui peut pas être entaché par ses ventes. J'ai compris. Bon, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et puis merci de nous avoir écoutés pendant 8 épisodes. On revient dans pas longtemps. Il y aura peut-être une petite pause, mais vous allez à peine le sentir et on sera très rapidement de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Lola, c'est dans Pokémon. Tu voulais chanter. Oui, moi je voulais chanter des Jonathan, donc on t'écoute. Mais vous pouvez chanter avec moi. Allez. Non, je pense pas. Une chanson de David et Jonathan que vous connaissez tous très bien. Le refrain, vous l'avez? Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Voilà, l'horreur du dimanche. Ça y est, on est dedans. Un peu en avant. Brice, coupe. Au rendez-vous de nos promesses. Salut, bisous, ciao.